Des fausses dents, des tresses claquées et une poire à sperme, bienvenue dans les films le plus. Salut à tous, bienvenue dans les films le plus, podcast ciné qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir certains films, qu'ils soient bons ou mauvais. Alors première réponse que je vous ai apportée, pourquoi il y a ces props, vous le verrez au cours de l'épisode, pourquoi je portais ce déguisement. Si vous nous regardez sur YouTube, bien évidemment. Oui, bien sûr, pour les autres... voilà. Juste une voix dégueulasse. Juste une voix dégueulasse. C'est une nouvelle saison qui démarre avec mes... Une nouvelle era avec mes acolytes. Un nouveau lore avec Alex et Aurel toujours. Et moi-même, il est à sec. Juste pour démarrer cette saison sur le bon pied, je voulais déjà remercier nos auditeurs de nous suivre de plus en plus nombreux. Ouais. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires, que ce soit par exemple sur Podcast Addict ou sur Apple Podcast. Sur YouTube. Sur YouTube, déjà ça nous fait plaisir et ça nous permet d'être mieux référencés à l'avenir. C'est vrai qu'aussi on va mettre en place une petite règle à l'avenir, notamment pour tous ces commentaires, à partir d'aujourd'hui, seulement à partir d'aujourd'hui, au 10e commentaire, si vous mettez un petit commentaire sympathique, accompagné d'un mot, d'un petit mot, un mot pour qu'on puisse définir un thème par la suite, eh bien évidemment on se penchera sur ce message. Sur quelle plateforme ? Alors Podcast Addict et Apple Podcast principalement. Et YouTube. Et YouTube, évidemment. Et YouTube, à fond sur YouTube aussi. Je rappelle que dans cette nouvelle saison, on a changé un petit peu la règle du jeu. Savoir que maintenant, c'est plus nous qui décidons comme ça d'une thématique. C'est vous, les auditeurs, qui choisissez par le biais de la boîte à mots. Donc, on attend encore de votre part des mots qui nous permettront d'écrire la saison. Pour ceux qui ont écouté le dernier épisode, vous savez qu'à la fin de cet épisode, on a tiré au sort un mot qui nous a permis du coup de vous proposer une thématique. Donc voilà, on vous écoute et ce sera comme ça toute la saison, à l'exception peut-être de 1 ou 2 épisodes spéciaux. Ouais, ça, on y reviendra. Série, ouais. Des petits hors-série. Sachant qu'il y a des mots qu'on a mis nous-mêmes aussi. Il y a des mots qu'on a mis nous-mêmes aussi. Parce que c'est notre émission, on fait ce qu'on veut. Aussi, les règles dans le petit... remplir la boîte. Je vais quand même vous rappeler le principe de l'émission et vous expliquer également ce qui a changé par rapport aux saisons précédentes. Donc tout d'abord, évidemment, il y a un thème qui a été sélectionné, donc plus par nous mais par un auditeur. Nous allons, du coup, là pour le coup, c'est nous qui choisissons chacun un film qui s'y rattache. Donc là, il y aura des grosses disparités, on le verra. Il rame un peu, non ? Et nous allons les confronter selon les différents critères habituels que vous connaissez, à savoir le scénario, la réalisation, le jeu d'acteur et une catégorie bonus toujours. Ça change pas. Grosse différence par contre, c'est pour l'attribution des points, hein, le vote. Eh bien, on ne pourra plus voter pour le film qu'on a choisi. Ouais. Et là, ça va changer toute la dynamique. Tout changer. Ça va changer. Il va y avoir des alliances. Par contre, je crois qu'il y a quelqu'un à la table qui n'a pas compris. Bien qu'il ne veut pas gagner. C'est possible, hein. Il va assumer son choix. Mais oui. Il va assumer son choix. Voilà. Donc c'est bien un mot à chaque fois. C'est toujours un mot, oui. Plus de jeux de mots dans les épisodes, dans nos noms d'épisodes. À moins que. Non, on peut peut-être toujours s'arranger sur des jeux de mots. Ça, en fait, on fait confiance à Alex là-dessus. C'est quand même un petit peu le roi pour ça. Donc oui, je rappelle aussi c'est vraiment un mot parce qu'on a reçu des noms propres. Ça marche pas. Non. On a reçu des dessins animés. Ça ne marche pas. Non. 2 mots. Ouais. Alors les mots avec les tirés, on a dit que ça marchait. Oui. Comme bout en train. Bout en train marche. Mais c'est pas obligé de le mettre. Il n'est pas dedans. Ouais. Quoique bout en train, j'ai quelques idées aussi. Tu m'étonnes. Et donc à la fin de l'épisode, évidemment, on fera toujours le tirage au sort. Donc restez bien jusqu'au bout. Il y a un petit teasing, du coup. C'est bien. Voilà, c'est important. Restez jusqu'au bout. Pour démarrer cette nouvelle saison, est-ce que vous avez peut-être des happenings à nous proposer, des jeux? J'ai tout préparé. Déjà, on ne change pas une équipe qui gagne puisque on repose à chaque fois la question. On dit le mot de l'émission, ce sera tel mot. Aujourd'hui, tu n'as pas dit quel était le mot en fait. Oui. On oublie le. Voilà. Le mot d'aujourd'hui était le mot cambrioler. Oui. Qui l'a sélectionné d'ailleurs? C'est nous. Non, parce qu'on tire chacun au tour. Non, non. C'est lui qui l'a sélectionné. C'est toi, t'as refusé. Ah oui, pardon, oui. On se perd dans nos propres règles, les gens vont rien comprendre. Restez, vous allez voir, c'est bien. C'est Alex qui a tiré au sort le mot cambrioler. C'est vrai, c'est toi qui as tiré au sort. Sur un refus de début, c'était liste. J'ai fait un refus d'obstacle devant le mot liste. Il n'a pas voulu. Alors que... Je voulais pas vous imposer la liste de Schindler. J'ai envie d'un truc un peu plus joyeux. Imagine la liste de Schindler à côté de sex list ou de trucs dans ce genre-là.
Ah ouais, Ça non, aurait mais pu faire ça aurait été compliqué. Alex, il aurait choisi ça direct. Ah ouais, le sexe et tout. Allez, Je suis pas puceau. Hein. Voilà. Et donc on vous a mis sur Instagram, parce que je suis derrière le compte Instagram. Peut-être qu'on peut le mettre sur Blue Sky, je sais pas. Je crois que tu me files les codes Si, ouais. qu'on regarde. Et du coup, on vous a dit quel film vous auriez choisi avec le mot cambriolé. Et donc, le premier à avoir répondu, c'est mon pote Lionel qui ne nous écoute pas. Mais je vais te dire quand même, il a proposé Haute Voltige avec Catherine Zeta-Jones et Sean Connery. Ouais, j'ai cru que c'était le mien. Presque, hein. Presque. Ensuite, on en a deux, donc Laurence du compte Laurence. Ça fait quand même. Non, Laurence, elle s'appelle. Du compte Laurence Reads Books. Et Henri, notre copain Henri, ils ont proposé tous les deux Hudson Hawk de Michael Neyman avec Bruce Willis. Et ils ont bien raison. Ensuite, on a Xad du podcast Le Pitch était presque parfait qui nous proposait Arnaque, crime et botanique de Guy Ritchie. Pas ouf. Ah, tu y as pas pensé? J'ai pas pensé bizarrement. Home Alone, mais Home Alone, on l'a déjà fait. Enfin, Maman, j'ai raté J'ai l'avion. pensé à Snatch aussi. Ouais, t'as bien fait. Qui est l'adaptation hein, de. Oui. Ah, Macri. Non, mais on méprise un peu. On peut. Les bons tons de. Ensuite, je parlais de Maman, j'ai raté l'avion. Il a aussi été cité par Seb de High Kick dans ton podcast, qui nous proposait aussi The Commando. Ça vous aurait plu, c'est un DTV qui est sorti en 2002 avec Michael J. White et Mickey Rourke. Ça, c'est bien leur style des copains de High Kick. Tanky Baudet nous proposait Widows, Les Veuves, un film de 2018 de Steve McQueen avec Viola Davis, Michelle Rodriguez, Liam Neeson, Colin Farrell, que je ne connaissais pas. Indonini nous a trouvé un des films de la sélection, puisqu'il s'agit de Don't Breathe, comme Antoine. Antoine avait trouvé avant même que je choisisse mon film. Oui, c'est vrai, dans l'épisode précédent, il avait. Bam. Et Xad, toujours lui, donc du pitch était presque parfait, a aussi trouvé Panic Room. Bravo. Bravo. Vous n'avez rien gagné, mais bravo. Donc, il y en a un qui n'a pas été débusqué. Il y en a un, bizarrement, personne n'a cité. Est-ce qu'il n'y a pas une raison à ça? Bizarrement, non? On va tester, si tu veux bien, un nouveau dispositif pour les gens qui nous regardent en vidéo. Je vais voir si ça fonctionne. Parce qu'on le fait en live, en direct. Regardez ça, c'est beau. Waouh. Je vais donc vous proposer un petit jeu. C'est le jeu du un acteur, un objet volé égale un film. Ok. Donc c'est des films où il y a des vols. Et donc l'objectif, c'est de trouver de quel film il s'agit. Par exemple, là, si vous voyez à l'écran, je vous mets Robert De Niro, et ça marche bien parce que j'ai oublié... Ah non, il est là, on le voit pas bien. Il est le sceptre. Robert De Niro et un sceptre. Ah oui, d'accord, un câble de... Là, on répond comme ça. Je sais, Tu peux. je pense. The Score. Effectivement, The Score, oui, ça s'affiche à l'écran, c'est magnifique. Parfait. The Score, J'ai pas vu le film. Avec de Marlon Frank Brando et Oz, Edward 2000, Norton. de 2001. Bravo, Pierrot. Deuxième film à trouver, Steve Martin et un diamant. Je sais. La Panthère Rose. La Panthère Rose, effectivement, avec Scott Adkins dans un rôle de footballeur. Et Jean Reno. Petite pub Genre, pour un podcast. Kevin Kline et Jean Reno. Vraiment sympa ce podcast, je sais pas si vous connaissez. Il est on fire pour l'instant. Oui, Ouais. je suis très mauvais. Et je te broie, je te Non, plie. en fait, je suis perturbé sur le fait que la caméra, elle soit pas bien... Est-ce que tu peux bouger un petit peu la caméra pour faire plaisir? On est désolé pour ceux qui nous écoutent dans le podcast dans l'autre sens. Oui, encore un petit peu. Qu'on voit bien ton épaule, Golgoth. Mon épaule. Ah ouais, il a été à la salle tout l'été. Merci. Allez, Je peux me concentrer. troisième film. Donc, nous avons Evan Peters et des livres rares. Un peu plus compliqué celui-là. Bah déjà, qui est Evan Peters? C'est cet acteur, On dirait mon père. quand il avait 18 ans. Non, Euh, tu l'as pas. C'est pas un film super connu, mais C'est pas Young Sherlock Holmes. Ah, non. non. C'est American Animals J'ai jamais entendu parler de ce film. de Bart Layton, un film de 2018. Bon, on va passer au film suivant. Michael Caine et des lingots d'or. Ça peut être braquage à l'anglaise, un truc comme ça. T'es pas trop. Braquage à l'ancienne. Non. C'est des vieux qui un font des... classique. Ah, classique. Putain, un film plus ancien, un classique. Get Carter. Non. Euh, Un film de 1969. Ce sent moi. Quand je le mets, tu vas te dire ah ouais. Forcément, vous avez forcément entendu parler de ce film. Braquage. Hein, vous l'avez pas? Non. L'Orse Bar. non. Film de braquage avec des mini
Non, Oui, ça- bah il y a eu Braquage à l'italienne. Oui, non, il a aussi fait braquage à l'ancienne, il me semble, là, récemment, avec Alan Arkin. Vous étiez Très pas pourri, très là. attaqué. Et si je Pas vous dis par beaucoup. contre Mark Wahlberg et des lingots d'or, No Pain No Gain. Non. Pour tout l'argent du monde. plus évident que ça. Quatre frères, Transformers. les rois du désert. Non. Oui, oui. Braquage à l'italienne, le Oh. remake de l'Orse Bar. Eh oui, c'est les le gars, remake monsieur. de l'Orse Bar. C'est le remake de l'Orse Bar. Ok, ok. Film suivant, question numéro 6. Alors, Angelina Jolie et des voitures. Bon, c'est bon, 60 secondes chrono. Bah oui, Oh, c'est une évidence, effectivement. C'est 60 secondes chrono. Je te tords, je te plie, je te Ouais. braque. Bon, par rapport à ce que vous voyez à Des l'écran, gros bras. elle ne vole pas des Lada, mais j'ai bien aimé la photo. Question numéro Vous n'avez pas les 7. droits pour une Shelby. C'est interdit. C'est trop cher. Elisabeth Debicki et l'argent d'un homme politique. Très beau un film de braquage. L'argent d'un homme politique. Là, je vous piège un petit peu. C'est un film qui a été cité tout à l'heure, mais que... Tout l'argent du monde. Non, Les Veuves, justement. Ah, The Widows. De Steve McQueen. Ok. Question... Sympa ton incruste, hein, bravo. C'est sympa, hein, c'est rigolo. On peut s'amuser, on peut faire plein de trucs avec ça. Oula. Alors, Richard Pryor et une caisse syndicale. Un petit classique aussi, quand même. Un film avec Vincent Lindon, là. Une caisse syndicale. Ça doit être forcément que son pote Gene Wilder. Hein. Non, je sais pas. Blue Collar, de Paul Schrader. Pas du tout. Ah bah écoutez, il y a des classiques qu'il faut qu'on découvre, hein, les gars. Alors, avant-dernière question. Donc, Romain Duris et des trésors de Roi de France. Romain Duris, il vole des trésors des rois de France. Qu'est-ce qu'il a fait comme film d'époque? Les mousquetaires, mais c'est pas ça. Comme vous allez découvrir, c'est assez évident. C'est Arsène Lupin. C'est Arsène Lupin. Bah oui. Effectivement. Bravo Pierrot. Allez, une dernière, c'est là où vous pouvez trouver. Emmanuel Macron et la démocratie. Pavé dans la marbre. Alors, ça, c'est bien la signature de Ça, l'émission. c'est pas un film. Ça, s'il y a bien un truc qui n'a pas changé, c'est l'authenticité d'Aurel et puis Voilà. C'est vrai, le gauchiste? Ça va. J'aimais bien l'image de fin. Vous regarderez sur YouTube. Voilà, c'en est tout pour mon petit jeu. J'espère que ça vous a plu. J'ai On pourra adoré, faire j'ai- d'autres petits happenings. Zéro réponse. Mais tu as été particulièrement mauvais. Mauvais, ouais. Ça fait rincer, là. Je pense qu'on peut le dire. C'est pas grave, tu te rattraperas sur le prochain mot. Je vais me rattraper surtout sur la présentation du premier film. Allez, let's go. Et c'est la presse du premier film, donc le plus ancien. Cette fois, c'est Alex qui s'y colle. Et je commence. Un film que tu as choisi tout seul comme un grand. Oui, tout à fait. Il était déter et il l'a trouvé tout de suite. Ouais, C'est-à-dire qu'on a 24 heures pour trouver le C'est- film, il l'avait dans les 8 minutes. C'est pour Pierre Adrien, c'est dédicace. Encore. Non, parce qu'il aime bien. Tu vas voir. Ok. Il va le défendre, bien sûr. Alors, bon, j'arrive, ok, j'assume, hein, j'arrive avec, en tant qu'outsider sur ce film. Je vois bien déjà votre mépris, mais j'assume. Je vais vous parler de Flic de vol, Flic au voleur, ou Blue Streak, en américain. Film américain sorti par Les Mayfield, sorti en 1999. Alors, Les Mayfield, il a réalisé entre autres Miracle sur la 34e rue, ou en 1997, Flubber. Je Donc te l'avais j'ai dit. hâte que le mot vert ou bondissant Alors, miracle, là, arrive. mais c'est avec le Père Noël. Oui. C'est un des pires moments de l'histoire de ma vie. On La peut séance de savoir. Roi Lion était pleine à l'UGC et on s'est rabattu là-dessus. J'étais effondré. J'étais petit, hein, j'avais 5-6 ans, j'étais dégoûté. Il s'en rappelle encore. quoi. Ah ouais, Ouais. c'est un trauma. Donc déjà ça se commence très mal pour mon film. quoi. Bah ouais, c'est clair. Alors, petite remise en contexte, fin 97, Martin Lawrence gagne en popularité suite à sa série The Martin Lawrence Show sur la Fox. Au même moment, il joue aux côtés de Will Smith dans Bad Boys. Du coup, avoir un film où il est tête d'affiche devient une option possible pour lui. L'idée du film vient de Tony Jaffe, un producteur américain, producteur notamment de Mort ou Vif ou du remake de Total Recall avec Colin Farrell, Un grand monsieur. un grand monsieur. Une belle équipe là, ouais. Le scénario s'inspire énormément du film de 1965, The Big Job. Alors je vous fais le synopsis du film. C'est un groupe de voleurs dérobe une mallette d'argent et la cache dans un arbre
creux avant de se faire prendre. À la sortie de prison, il découvre que l'arbre se trouve désormais au centre d'une place de police. Donc voilà, pour le film... je préfère la base du premier, là. On va parler d'un hommage ou d'un remake. Oui, pas du tout d'un plagiat. Columbia Pictures accepte de produire le film pour 65 millions de dollars. Combien? Qui est énorme. Mais il faut savoir que dans les années 90, les comédies, c'était vraiment le top du top. Et Martin Lawrence... C'était des vrais diamants. Ah, c'est peut-être ça. Mais non, mais on peut juste dire pour le budget, Le diamant, 65 c'était millions, ça c'est les props du film. Ça c'est les déguisements qui sont dans le film. Fausses dents et une paire de lunettes rouges. Et t'as pas pris la boîte à pizza? Non, j'ai jeté. On est jeudi. Voilà. C'est les cartons jaunes. Oui, parce qu'on n'a pas raconté nos mésaventures, mais on y reviendra. Donc du coup, 65 millions de dollars, parce que Martin Lawrence, il a, je pense, demandé un beau chèque, vu qu'il commence à se faire un nom aux côtés de Jim Carrey, Eddie Murphy, Adam Sandler, Chris Tucker. Oh non, t'es en train de mettre dans la même liste Martin Lawrence avec tous ces noms-là. Oui. Oh là là, il est fou. Jim Carrey, Martin Lawrence. Ouais. C'est sûrement ton film. Non mais là on dirait un mec de la braderie de Lille. Là. Qui vend des verres à Tortue Ninja là. Ouais. Il y a une anecdote sympa aussi. Petite anecdote sur les verres Tortues Ninja. Le Sting devait être une comédie d'action pour adultes, classée R, mais Columbia Pictures décide de plutôt la qualifier en PG-13 pour faire un public plus large. Du coup, le langage et le ton ont été légèrement revus à la baisse, coupant pas mal d'improvisations de Martin Lawrence. N'en déplaise à certains, il reste quand même une jolie tirade, grossophobe. On en reparlera tout seul. Oui. Il y en a trop. Au casting, aux côté de Martin Lawrence, on retrouve Peter Green, le méchant de The Mask, et le méchant parce qu'il a une gueule de méchant. Dave Chappelle, qui a vu son rôle augmenter suite à la bonne alchimie entre lui et Martin Lawrence. Il devait au début faire qu'une journée de tournage, et au final, ils sont tellement entendus que son rôle a été réécrit pour avoir plus d'ampleur. Ça sent pas du tout que c'est rajouté. Non, bah non. Le charismatique Luke Wilson. Frère de Owen. Ouais. Mais excellent dans Idiocratie. Ouais. Oui. Donc il faudra parler un jour. Mais moins bien dans celui-là. William Forsythe, Carmen Argenziano, ou encore, tu avais dit Octavia... Octavia Spencer qui en prend plein la gueule pour son surpoids. Voilà. Punching Ball de Martin Lawrence. À la sortie du film, il cumule 118 millions de dollars quand même. Il dépasse les 100 millions. Pour une comédie, c'était censé être un succès. Mais ça suffira pas au studio qui refuse la suite. Martin Lawrence continuera quand même pour la Columbia en jouant dans National Security. Ah, mais oui. Mais oui, je parle des confondu les deux, je crois. Voilà. Et la suite prévue avec une intrigue se déroulant au Mexique afin de retrouver Martin Lawrence pour aider Luke Wilson avec une alerte à la bombe. Ça a été annulé, c'est dommage parce qu'on aurait bien voulu le voir. Mais ce scénario, vous pouvez le retrouver dans le film Bad Company avec Chris Rock et Anthony Hopkins. Oh putain. Voilà, ça a été la base du Excellent film. Mais bonne nouvelle. En 2024, la suite est officiellement annoncée pour une sortie prévue en 2026. On est dans l'actu, les gars, avec ce C'est film. vrai. Excellent, génial. Je vois votre enthousiasme. Ouais. À mon avis, c'est un film de plateforme. Mais alors, est-ce qu'ils vont continuer sur l'humour du premier Bah, ou ils vont faire une rupture? Je pense que ça n'a pas trop mal vieilli en plus. Donc, Et pour en finir, petit point BO qui sont bons le R&B des années 2000 avec Jay-Z, Ja Rule, Evie-G, je les vois pas. L'album attirera quand même la 31e place du Billboard et la 9e place du Billboard de top R&B hip-hop. Ouais, quand même. Ouais. Mais c'est très marqué dans son époque. Oui, enfin. Pourquoi ce film? Bah oui, pourquoi? Je n'ai même pas dit ce que ça raconte. Vous avez vu ce que j'ai dit avant? Ouais. Vous remplacez une mallette par un diamant et un arbre par un bâtiment en construction. Et voilà. Et sauf que le bâtiment en construction, C'est un commissariat de police. c'est voilà. Cher. C'est tout le film à concept est là. Pourquoi ce film donc? C'est un film d'enfance qu'on avait découvert avec Pierre-Adrien. Et il était resté dans mes souvenirs comme un bon film. Tu vois, je regardais un film sympa qui se déroule bien et tout ça. Et en le revoyant, j'ai vraiment retrouvé le souvenir d'enfance. Il y a plein de répliques que je me souvenais, bizarrement. Le truc de grossophobe, ça, c'est Raciste et grossophobe, c'était vraiment. c'était vraiment marqué. C'était pour toi. Non, mais voilà, tu vois, tout le déroulage. Ah oui, c'est vrai, il va se passer ça, il va se passer ça. Alors que ça fait 20 ans que je l'ai pas vu. Quoi. Mais du coup, je trouve que le film, il a un film feel good. Il a une bonne vibe, forcément, on est un peu regardant sur les dialogues. Bon, Tout de suite. Mais je trouve que le scénario, au final, est quand même, même s'il est pompé, et c'est quand même assez malin,
avec une bonne idée de base. Il y a quand même de l'action. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'y a pas de sous-intrigue foireuse, amoureuse, qui aurait pu plomber encore plus le film. Est-ce que ça n'a pas été coupé? Je pense, et tant mieux pour le besoin du film. Parce que t'as l'impression qu'il y a le personnage, j'en parlerai après, mais le personnage de l'avocate. Oui. Tu vois que Il y a un début, potentiellement, ils vont en faire quelque chose. un love interest tu sens qu'il y a une tension, préparation. mais il ne se passe rien. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Après, c'était déjà assez lourdos. Donc, Je pense. ouais. Après, tout n'est pas parfait dans ce film. Ah non, non mais c'est vrai, c'est bien de le dire. Donc je disais notamment à quelques répliques d'une autre époque, hein. Un arc narratif avec un méchant dealer et le FBI qui sert pas à grand chose, ou encore un jeu d'acteurs plutôt moyen des deux persos principaux. Oh. J'avoue que bon, C'est pas là-dessus moi que j'aurais. mais je trouve quand même ils s'en dégagent entre les deux une bonne vibe, il y a une sympathie. Tu vois, le duo, je trouve qu'il marche bien entre Luke Wilson et Martin Lawrence. Ils sont plaisir. Et moi, en fait, ce qui m'a marqué à l'époque, et avec Pearl, on en avait parlé. C'est PA si tu nous écoutes. Il est pas mort, hein, il est pas mort. J'avoue, t'as dit comme s'il était dead. Je l'ai vu il y a une semaine, hein, il va très bien. Il va bien. Moi, c'était l'idée finale avec la frontière mexicaine. Je trouve que c'est une trop bonne idée. Je sais pas. Du coup, il est libre juste parce qu'il a passé la frontière. Je sais pas, c'est con, mais ça m'avait plu à l'époque. Donc voilà. Moi, ce film, je trouve que il a pas trop mal vieilli en termes d'ambiance et il reste encore fun à regarder. Je trouve. Il y a vraiment, tu sens qu'ils sont les années 2000, mais Quelle année, déjà 99. Quand même. Mais je trouve qu'il est encore mieux que certains films qui sortent sur des plateformes aujourd'hui, tu vois. En termes de scénario et de vannes et d'action, je trouve quand même que c'est un film qui se tient. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film à découvrir si tu veux passer une soirée tranquille. Je trouve que voilà, il y a pire. Quoi. C'est bon. Non, c'est pas. Alors, on est craché dessus. Non, je suis d'accord avec toi. Ça n'a pas été une souffrance de le voir parce que c'est assez rapide, assez dynamique en effet. Oui, il y aura 1h30 en plus. Donc, Ouais, ça c'est un gros avantage de ce film, faut le dire. Et puis il y a l'ambiance années 80, 90, 2000. Moi je suis pas fan hein, de cette fin de décennie. J'ai déjà dit que ce soit musicalement ou les films. T'aimes pas Blink? Non mais déjà dans le film quand tu vois Peter Green, bon bah c'est le méchant. Il a marqué les années 90, que ce soit dans Usual Suspect, Pulp Fiction et dans The Mask. Bon, déjà, tu lèves le voile sur un truc énorme. Mais sinon, oui, c'est très dynamique. Et il y a le petit côté nostalgique que j'ai pas forcément sur cette période-là, en tout cas. Et j'ai un peu de mal avec l'humour de Martin Lawrence. Dans le binôme qu'il formait avec Will Smith, c'était vraiment le faiblard, quoi. C'était, Oui. je sais pas s'il y a d'exemples de tandem d'humoristes comme ça, mais il y en a un qui écrase l'autre et Martin Lawrence. Moi, j'ai vu quand même Le Chevalier Black, que j'ai préféré davantage au film que tu nous as présenté là. Parce que, oui, de voyage dans le temps, et donc c'était pas mal. Truc médiéval. Du coup, tout ça. C'était un peu Les Visiteurs. Et ouais, j'ai du mal avec la BO du film. À la rigueur, les blagues racistes, grossophobes, c'est rigolo de se dire que ça a pu exister. Ouais. Et en fait, c'est un témoignage. C'est un témoignage, c'est énorme. Tu trouves un vieux grimoire avec des écrits incroyables. Bah là, c'est vraiment un gros témoignage de ce qu'on pouvait dire au moins à l'écran à l'époque. C'est ça que la meuf, elle s'en prend plein la gueule, elle ouvre la Pour porte. pas un rond. C'est clair. Elle passe la tête à la fenêtre, elle en prend plein la tronche. Et donc, moi, je l'ai jamais vu. Hein. C'était une découverte. Ah oui, tu l'as jamais vu. Genre, donc c'était un peu rude. Ah oui, t'étais pas mouillé la nuque avant, quoi. Non, pas du tout. Le scénario malin, en fait, le concept, c'est souffle vite. C'est la première partie, c'est les 20 premières minutes. Oui, en effet, il arrive dans le comico. Vas-y, continue. Il arrive dans le comico, et donc là, il essaie de faire passer pour un keuf. Ça, c'est rigolo. Mais ça s'essouffle au bout d'une 20 minutes, une demi-heure. Puis Ouais, mais après, ce que j'aime bien, moi, c'est le tandem. Scénario, c'est aussi le fait que ça soit un mec de la street, Martin Lawrence. Et il s'est passé pour un flic. Alors, je peux dire honteusement comment je l'ai regardé. Non. Je l'ai regardé en VF. Oui, bah, Oh, moi dur. aussi, j'ai regardé en VF. Catastrophique, la VF. Ah, dur, les gars. Et Martin Lawrence, Tu voulais vraiment garder le c'est la petite saveur. le jeu c'est vraiment la définition de logoré. C'est-à-dire qu'il parle absolument non-stop. Et je crois que c'est Lucien Jean-Baptiste qui doit faire la voix. Possible. Oui, c'était son doubleur. Et en tout cas, bah, ça ressemble beaucoup à sa voix. Et c'est très dur. Enfin, en fait, il occupe l'espace. On dirait par moment ma mère. Il faut pas qu'il y ait une seconde de blanc. Et, Salut d'ailleurs, maman. Et donc, ouais, non, ce côté scénario où donc c'est un mec de la street qui finalement devient un bon flic parce qu'il a les magouilles
des mecs de la rue et du coup il arrive à résoudre des enquêtes parce que Non, le premier truc, j'ai trouvé ça bien. et je trouve qu'en termes le scénario, bon c'est pas non plus des twists à tous les 30 secondes, mais tout se suit bien. Je sais pas, il y a à part juste ce truc de grand méchant dealer avec le FBI, c'est juste pour taper sur le FBI. Mais non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de grosse incohérence qui te fait non. sortir du film. Et du coup le film se déroule, toutes les perles elles s'enfilent bien et voilà. Mais entendu. Mais alors c'est marrant parce que tu parlais de l'avoir découvert avec PA. Moi, je pensais l'avoir découvert avec toi. Mais peut-être la jalousie va commencer. La chaîne de sécurité. C'est Crise de pas ton jalousie. copain en fait. Non, mais Non, tu sais, nos soirées vidéo club qu'on faisait quand on. Ça je me souviens, c'était les parents de PA. Ah ouais, non, mais après on l'a peut-être vu ensemble quand il est passé sur Canal ou quoi. Et donc... Mais je l'ai vu plusieurs fois quand j'étais Ouais, gamin. c'est ça. Donc, mais ça me parlait. Et le film. J'ai dû vous déjà à l'époque. Ouais, c'est ça. Il a essayé de. Tu vois, Quoi, t'as pas vu Flic de Hop Pas Attends, chez moi. Regarde, c'est chef-d'œuvre. T'as 1h30 devant toi. Ouais, c'était typiquement ce qu'on pouvait faire. Et ouais. Donc, et c'est marrant, du coup, la scène d'ouverture, parce que, alors j'essaie d'analyser chaque film, ce que j'essaie de faire avec des scènes un peu clés. Et là, dans celui-là, il y a la scène d'ouverture, qui est la scène vraiment du premier braquage, où ils vont chercher le... Je pense que Nolan, en plus, a tout repris. Ouais, pour l'ouverture de The Dark. Et... Non, c'est vrai. En vrai, ça m'a fait penser à Hudson Hawk, et je me suis dit, putain, on aurait pu choisir Hudson Hawk, Gentleman Cambrioleur, parce que c'est un putain de film. Mais bon, trop tard, j'avais déjà choisi mon film. Et puis, je t'aurais pas fait changer d'avis de toute façon. Sinon, en fait, je trouve que, mine de rien, il y a quand même peu de scènes marquantes entre le début et la fin. La scène des pizzas, c'est bien. Ouais, non, mais t'as des scènes de comédie, mais alors, en tant que film d'action, ça reste un film de comédie Non, d'action. le high kick à la fin pour tuer. Ouais, non, mais t'as Le freeze frame. Ça termine sur le freeze frame. ça, c'est... Toi, t'aimes bien en plus Tony Scott, il fait ça dans Tribune de tonnerre. Tu peux pas chier sur un freeze frame quand même. Alors, j'ai jamais chié sur le freeze frame, je l'accepte tel qu'il est. Mais non, c'est plus que... Il y a vraiment deux scènes d'action. Il y a une petite course-poursuite au milieu, un peu molle. Sinon, c'est en gros, t'as une scène de cambriolage, une scène de course-poursuite à la fin, et au milieu, Martin Lawrence. C'est vraiment Martin Lawrence, le show Martin Lawrence. Faut aimer ça, faut avoir vécu dans les années 90. Donc, je pense que effectivement, il y a ce côté un petit peu confort. C'est pas un film que, au final, alors peut-être parce qu'on l'avait déjà vu aussi, mais toi tu dis la même chose, que finalement, bon, c'est pas un si mauvais moment que ça. C'est pas un film, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas un film que tu recommanderais non plus tous les Non, quatre je veux matins. pas dire, regarde ça, tu manques, Mais- tu loupes. Voilà, après, c'est très daté, c'est outrancier, c'est grossophobe, c'est homophobe, c'est raciste. C'est un peu beauf, mais en même temps, c'est normal parce que la production, tu l'as pas dit, mais c'est Neil Moritz. C'est le producteur beauf qui a fait le premier Fast and Furious ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un mec un peu spécialisé dans la beaufrie. Le mania de fin 90, début 2000, tu vois, les trucs un peu. On l'aime bien, du coup. On l'aime bien, ouais. Voilà, après, j'ai trouvé quand même. En fait, le film, il y a quelques longueurs. Je vous cache pas que j'ai dû remettre la fin. Je m'étais un petit peu Quoi, tu t'es endormi C'est le seul film des trois où je me suis endormi. Moi, je piquais du nez quand même. Ouais, c'était un peu long. Ouais, les acteurs sont Vous vraiment. n'êtes pas prêts pour la vraiment pas suite bons. de la saison. Ah, putain, j'avais un peu peur. Quoi. Surtout qu'on sait vraiment pas à quoi s'attendre. Ouais, non. Au-delà de ça, on veut voir un peu objectivement. Il y a quand même, c'est un peu longué, même s'il fait que 1h30. Et puis, des personnages qui sont là sans exister. Essentiellement les personnages féminins. Oui, bah, qui, là, oui. qui sont là vraiment de manière complètement inutile ou inexistante. Il va retrouver sa copine. En fait, comparé aux deux autres films. Ouais, quelque chose. Alors même si c'est pas. Les personnages féminins là. Ça reste pas des références non plus. C'est pas les autres films sont pas des références de féminisme non plus. Non, faut pas mais bon. exagérer. Mais là, pour le coup, c'est vraiment bon. C'est un film ultra masculin. On va pas se le cacher. Voilà, c'est vraiment c'est dans son jus. C'est ce qui c'est un peu le tout venant de ces années-là. Quand tu me parles de 65 millions, j'en tombe des nues quoi. Ouais, Tu ramènes ça J'ai quand aujourd'hui. même checké plusieurs sources quand même pour Ah ouais, vérifier, ouais. mais c'est vraiment C'est un énorme budget. Je me demande C'est- si c'est pas le budget de Daylight, tu vois, enfin des trucs, des gros Non, mais trucs c'est de l'époque. incroyable. Ouais, ce serait pas étonnant J'ai quoi. halluciné aussi sur le budget. Ouais, c'est assez fou. Donc voilà, écoute, c'était pas. Caris de Luke Wilson, il a dû dire je veux autant. Ouais, d'accord. ouais. On vous veut, monsieur Wilson. C'est Luke ou Owen d'ailleurs, je sais pas. Fais gaffe. C'est ça. Merde, on sait Ah, quoi. c'est merde. Lui, t'es C'est content, le il stagiaire va qui a tranquille. fait le contrat, putain. Joli, en plus, il joue dans le stagiaire. Owen Wilson. Winston. Ah oui, Oh, pardon. les ouais. blagues et tout, références, tu nous as mal J'ai fait exprès. Ouais. Bien joué. Donc voilà, pas beaucoup plus de choses à dire sur Flic de haut vol. Ah bon.
Bon, bah, c'est pas grave. Hein. On va passer sur un autre morceau. J'ai tenté ma chance. On passe sur un autre morceau, on passe sur le film suivant. Moi, je vais vous parler d'une un peu tarte à la crème, si on parle du mot cambriolé. Je vous parle de Panic Room, sorti en 2002, réalisé par David Fincher. Alors Fincher, on l'a déjà traité il y a peu, parce qu'on avait fait Seven il y a 2-3 épisodes. Donc je vais faire court sur Fincher. Fincher, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà dit, Zodiac est l'un de mes films préférés. C'est un petit peu le petit neveu d'Alfred Hitchcock dans l'idée, et ça se verra beaucoup sur le film. Non, mais d'ailleurs, c'est lui qui le revendique un petit peu. Hitchcock peut plus le dire. Je vous présente mon petit neveu, votre neveu par l'esprit du moins. David Poissonnier. C'est ça. Donc là, C'était là, chercher une vanne, et oui. Voilà, elle est là. donc là, par rapport Vous à avez pas ri par contre, je suis un peu déçu. par rapport à- c'est des salles. par rapport à ce que disait Alex, par rapport aux gens qui ont créé le film avec Fincher, c'est pas la même équipe. Déjà, au niveau du scénar, c'est quand même une sommité. David Koepp, qui a notamment un fidèle de Spielberg et de Palma, Jurassic Park entre autres, et L'Impasse pour De Palma. Voilà, je cite vraiment deux films que j'adore par-dessus tout. Top 10. C'est ça. Vous êtes bizarre. La musique. Faut voir l'image. La musique est signée Howard Shore, évidemment. Eh oui. J'aime beaucoup Howard Shore parce que c'est Le Silence des Agneaux, mais aussi Le Seigneur des Anneaux. Oh, c'est fou, il fait exprès ou quoi, le mec? Voilà, c'est tout. Au casting exceptionnel. Jodie Foster, déjà. Kristen Stewart qui joue sa fille, débutante à l'époque. Dans le rôle des cambrioleurs, donc Forest Whitaker, le chanteur de country Dwight Yoakam, pourquoi pas. Et Jared Leto, qui arbore la coupe de Lil Bobo. Alors, appropriation culturelle ou, je sais pas. Également, ce qu'il faut... Raoul, c'est le chanteur de... C'est un chanteur de country, Dwight Yoakam. Ok, d'accord. C'est celui qui a la cagoule, qui est un petit Ouais, peu... un petit peu... Un petit peu fou. Je m'appelle Raoul. Exactement, c'est un petit peu foufou. C'est le terme que je cherchais, j'aurais pas dit mieux. Au niveau du scénar, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, David Koepp, il a cette idée-là. Au début des années 2000, il y a une grosse mode de ces panic rooms dans les résidences luxueuses, notamment à New York. Donc il vend ensuite du coup le script à Sony Pictures pour 4 millions de dollars. Mais avant que Fincher soit approché, c'est Ridley Scott qui voulait... il veut tout faire ou quoi, Ridley Scott? laisse des miettes aux autres. Et finalement, du coup, Fincher va s'atteler au projet. Il y a aussi Whitaker qui voulait réaliser ce film. On lui a dit, bon, t'as pas les épaules, gros, tu vas être dedans. Au casting, il y a eu aussi pas mal de mouvements, notamment sur l'actrice principale. Il était question de Nicole Kidman, finalement remplacée par Jodie Foster, mais Nicole Kidman apparaît malgré tout dans le film, puisque c'est la voix de l'ex-mari de l'ex-mari. Ok. On voit peu l'ex-mari qui est un acteur belge, Patrick Beauchot, j'ai oublié de citer. Patrick Beauchot dans le film. Non mais je voulais me mettre au même niveau que Martin Lawrence. C'est ça. Je disais par rapport à Hitchcock, c'est Fincher qui le dit, que lui en fait il avait l'idée de Panic Room en se basant, en faisant une sorte de mix entre les chiens de paille et Fenêtre sur cour. Pour l'idée de la mobilité aussi de la caméra. Les chiens de paille c'est plus évident puisque c'est un home invasion en fait. Oui. Sauf que il n'y a pas de viol en l'occurrence. On est plus sur du rape and revenge. Oui, mais il y a néanmoins la notion Tout à de fait. home invasion. Il voulait du coup vraiment changer radicalement de film qu'il a fait précédemment, qui était Fight Club, en simplifiant considérablement, en faisant moins dense, ouais. à beaucoup moins de plans, parce que celui de Fight Club, il a été tourné dans plus de 500 endroits différents. Oui, je vois ce que tu veux dire. Là, c'est le plaisir d'avoir une unité de lieu. calme en termes de mise en scène. Non, il innove. Enfin, il continue à développer, avec notamment, on le verra sur la réalisation, la façon dont la caméra pénètre les murs, tel un cambrioleur finalement. Bah, c'est ultra fluide. Et ça, c'est une des grosses qualités du film. Tu comprends tout de suite la géographie de la maison. On dirait malgré tout, parce que ça a un peu pris de l'âge, que ça a été fait sous le logiciel Architect 3D. Parce qu'il y a quelques plans de... Non, c'est le générique de Télématin. Parce que il y a une cafetière notamment modélisée. Faut connaître Télématin, faut être un petit peu dans le coup, quoi. Et moi, c'est un film que j'ai mis du temps à découvrir, parce que j'ai un peu fâché que Jodie Foster... j'avais vu Flight Plan dans les années 2000 et j'avais pas vu Panic Room et ça m'a pas donné envie du coup de voir Panic Room qui était à peu près à cette même époque et j'ai mis je pense que c'est autour de 2012-2013 que j'ai découvert le film. C'est après avoir vu Zodiac en fait que je me suis repenché sur la carrière globale de Fincher et je dois reconnaître que ce film m'a vraiment séduit sur la tension, le suspense. C'est un truc ultra haletant. Il y a quelques défauts,
Et ça, ce sera plus sur d'autres parties qu'on évoquera, peut-être sur le jeu d'acteur d'ailleurs, à votre surprise. Mais voilà, sinon c'est un film que je considère très haut dans la carrière de Fincher. Pas au même niveau que Zodiac ou encore Seven, évidemment. Moi, je me souviens plus quand je l'ai découvert, mais pas tout de suite non plus. Tu l'as pas dit au niveau de la direction photo. Il y a 2 directeurs photo. Et je veux surtout pas parler du scénario, en fait. C'est vrai, t'as pas dit ce que ça racontait. Avant toute chose, il faut savoir que Panic Room, ça nous raconte l'histoire d'une maman et sa fille asthmatique qui emménage dans une maison avec une Panic Room high-tech, donc cette pièce sécurisée. Diabétique, pardon. Diabétique. Ouais, exactement. Donc, une Panic Room high-tech qui est censé les protéger de tout, sauf des cambrioleurs, déjà coincés dedans avec elle. Donc, petit problème. Donc, s'ensuit ensuite un jeu de cache-cache tendu où porte blindée, bouteille d'oxygène et 13 plaqués, du coup, deviennent les vraies stars du film. Joli. 13 plaqués, c'est essentiel dans le film. C'est vrai, Voilà, c'est hyper vraiment. important. Non, que dire donc je ne sais plus comment j'ai découvert le film. Toujours est-il que c'est un film qui m'avait marqué par sa mise en scène à l'époque, vraiment. Tu l'as dit, la caméra ultra fluide qui se balade, qui est aussi un personnage du film. La maison devient un perso grâce à cette réalisation. Oui, c'est bon, là aussi on est un peu sur du tarte à la crème, mais c'est vraiment le cas. Et surtout une utilisation du numérique dans le film justement pour innover sur ses plans, sur voilà, le fait de faire traverser, comme tu as dit, les murs, descendre des étages. Il y a beaucoup de raccords invisibles qui le sont un peu moins aujourd'hui. Avec le temps, je ne sais plus de quelle année tu dis. C'est 2002. 2002, oui, quand même. Donc pour un film de 2002, il n'a pas si vieilli que ça en termes d'effets numériques quand même. Tu le sens, mais ça n'a pas si vieilli que ça. Une belle photo, parce j'ai vu qu'il y avait 2 directeurs photos, dont Darius Khondji. Alors Khondji, il a abandonné très vite. Ouais. Il a cédé sa place assez rapidement et il voulait rebosser comme il avait fait avec Seven, avec Khondji, mais c'est... Voilà, grand réalisateur enfin, grand directeur photo dont on avait déjà parlé. C'est une caméra qui est sans cesse en mouvement, il se passe toujours quelque chose à l'image. Parfois, à revoir aujourd'hui, je me suis dit, c'est un peu poseur, tu sais, limite. Il en fait peut-être un petit peu trop par moment. C'est un film qui... Ouais, moi je vois surtout la scène où il passe dans la cafetière, il va jusqu'à C'est la ça. serrure. Exactement, Ce plan-là, mais en même temps, c'est le plan du film. Oui, mais... C'est le money shot. Mais voilà, après, c'était un peu précurseur et c'est plus le revoir aujourd'hui, sans l'avoir découvert à l'époque. Je pense que tu peux avoir ce sentiment-là aussi bon, le mec en fait trop, puis maintenant tu l'as tellement vu. Oui, c'est ça aussi. Voilà. Après, c'est un réel qui en fait un peu toujours trop. Qui a besoin de prouver des choses aussi. Il montre son style. Quoi. Il vient du clip aussi, donc forcément, c'est des réalisateurs qui ont ce sens de l'image. Que ce soit dans Seven d'ailleurs, Seven il est très poseur aussi. Ouais, complètement. Globalement, ça reste ultra maîtrisé. Hein. On va pas se mentir. Le mec, il sait tenir une caméra, il sait poser la géographie des lieux, il sait planter ses personnages. Même si ces personnages sont pas toujours très très bien définis, t'as quand même quelques bribes d'infos à droite à gauche. C'est un film qui, malgré son air premier degré, a quand même pas mal d'humour. Oui. Notamment au niveau de ces personnages de braqueurs qui sont un peu des bras cassés, qui viennent à la base voilà, parce qu'ils ont une info, mais ils s'y connaissent pas trop, ils n'est pas censé savoir quelqu'un. Donc c'est un peu paumé, ils ont pris ce mec-là dont tu parlais avec sa cagoule, Raoul, qui s'avère être un peu un taré, quoi. Donc ça vient un peu apporter un peu de légèreté à un film qui n'est pas léger, hein, finalement, même si c'est pas une grande noirceur non plus. Donc c'est finalement un bon divertissement. C'est assez étonnant dans la carrière de Fincher. C'est considéré souvent comme un film mineur, même si je trouve qu'en termes de home invasion, c'est pas un film mineur. Au contraire, je pense qu'il fait partie vraiment du haut du panier. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir voulu faire un film efficace, et c'est pas toujours le cas chez Fincher. Il veut parfois prendre son temps, poser le truc. Quand on voit Zodiac qui dure 3h10, c'est plus du tout le même. Non, mais c'est ça, mais c'est une petite respiration aussi dans sa filmo. Franchement, ça fait vraiment du bien. Et puis du coup, j'ai chopé le triple DVD. Il y a une interactivité de ouf, c'est-à-dire que même le menu du DVD sont interactifs. Il se passe beaucoup de choses sur la galette, donc c'est assez plaisant. C'est aussi marqueur d'une époque, c'est-à-dire que le DVD était vraiment au summum, et donc il fallait qu'il y ait de l'interactivité, il fallait que tu aies du bonus, il fallait que tu aies... Et là, c'est ultra blindé, donc
Donc moi j'aime bien en fait qu'on puisse garder que ce film est témoignage. sur les 3 DVD, à chaque fois c'est une demi-heure. C'est embêtant. Ça. C'est comme Final Fantasy. T'as 5. Il y en avait 7. C'était 9 je crois sur ce suivant. Bref. Donc voilà, c'est un film qui a été plaisant à revoir, même si j'ai revu plus les défauts que les premières fois où je l'avais vu. Forcément, après, on a aussi à notre... force, t'as l'œil critique. Ouais, voilà, à force de vouloir toujours rechercher des choses à dire sur les films, on finit par avoir cet œil-là, c'est un peu dommage. Mais ouais, non, franchement, les bonus sont fous. Alors, je peux le temps de regarder et tout, mais voilà, on ne trouve à rien du tout sur Vinted, Rakuten, les bons points ou toutes vos brocantes. Donc franchement, si vous l'avez pas découvert, de toute façon, c'est le seul moyen de le voir légalement aujourd'hui, en dehors de la VOD, qui est un peu tristoun. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur Panic Room. Oui, Panic Room, moi je l'avais vu aussi, je pense, période comme toi, découverte de Fincher. Sur le tard. Et peut-être un petit peu avant quand même, mais avant toi. Mais à l'époque, j'avais bien aimé. Je me souvenais juste de 2-3 scènes, parce que je ne les pouvais pas, j'ai vu qu'une fois, c'est la deuxième fois que je le vois. J'avais déjà trouvé ça un peu lourdingue, mais en même temps, ça fait un fil continu. C'est l'histoire justement avec sa fille qui est diabétique. Et tu sens qu'à un moment, ça va être un enjeu et qu'il va falloir sortir. Il y a ce truc-là qui est quand même bien foutu, c'est que c'est un jeu de cache-cache dans la maison. Elles arrivent à se cacher dans la pièce. Et après, il y a une inversion des rôles où c'est les méchants qui se retrouvent cachés dans la pièce. Ça change la dynamique. Et à la fin, les dernières minutes, ils sont cachés dans la maison. C'est vraiment... il y a un jeu de chat à la souris, tout ça. Et tout ça, ça marche bien, mais il y a ce truc je trouve ça un peu facile d'avoir une fille qui doit prendre un médicament à telle heure, donc forcément, il va falloir... ça rajoute de la dramaturgie. Voilà, mais je trouve que c'était un peu facile. Après, je trouve que sinon... Parce que si elle devait c'est juste un traitement d'homéopathie, bon, bah c'est pas grave, si on loupe lundi, on pourra le reprendre demain. Voilà. Ouais. C'est bourré de fusils de Tchekhov, en fait. Oui, la bouteille de gaz, d'oxygène. Oui, aussi. Et beaucoup de placements produits. Oui. Énormément de l'évian, du coca, c'est un truc de ouf. Peut-être financé par ça. Non, mais ça fait partie du financement hollywoodien. Mais globalement, je trouve que le film se tient bien. Il dure quand même un petit 2 heures en plus. C'est 1h40 et quelques. Mais t'as cette tension. 1h47, ouais. T'as une tension quand même qui monte. Et puis ouais, c'est un divertissement, mais t'as quand même des morts un peu crues aussi. Donc voilà, c'est quand même un bon thriller, quoi. Il y a quand même des choses. Et puis tu peux aussi certains personnages, tu prends parti pour eux, pas quelquefois. Oui, même les Forest Whitaker, notamment, je trouve que le rôle est super bien écrit. C'est quelqu'un qui est en recherche dessous pour sauver un peu sa vie, parce qu'il y a une fille et tout ça. Je trouve que le film aussi, c'est bien, c'est que il arrive quand même à développer ses personnages en disant pas trop. C'est pas les casseurs flotteurs, quoi. C'est pas les mêmes cambrioleurs. Et ça, je trouve ça fort, même aussi avec le père, le mari de l'ex-mari de Jodie Foster. Pareil, tu comprends aussi Patrick des Bosso. choses et tout ça. C'est même Patrick Bosso. Je trouve Faut vraiment atteindre la fin du film, c'est con pour avoir Bosso, quoi. Je trouve que ça marche bien, tout ça, l'écriture des personnages. Et puis après, la relation, je vais pas vous dire ce que vous avez dit. Je trouve que... Moi, je trouve pas trop que ça a vieilli. Je trouve que encore le film, à part ce teint vraiment verdâtre typique... Ouais, ça c'est propre à la photo... pas celle de Konji, mais c'est celui qui l'a remplacé, qui a essayé de se mettre dans ses rails, quoi, dans ses chaussons. Ça, c'est vraiment le truc très verdâtre, quoi. Je vois Sucker Punch et... Oui, c'est très vert aussi. Voilà. Mais sinon, chef-d'œuvre, ça reste encore un grand film à découvrir si les gens qui l'ont pas vu. Et je précise que les gens qui écoutent le podcast l'ont déjà vu, ce film. Le budget était 20 millions inférieur à celui du film précédent. Et ça se voit, je suis désolé. Ah oui, il y a un lieu unique et il y a des acteurs moins bons. Ouais, complètement. Il n'y a pas les Cuisson. Par contre, il a fait presque 200 millions de dollars au box-office. C'est pas mal. Quasiment 2 millions d'entrées en France, c'est pas mal. Oui, parce que le pitch est simple et c'est un film... En fait, c'est un film popcorn, mais de qualité, qui ne prend pas les gens pour des crétins. Et ça, c'est ça qui plaît. Ouais, c'est d'accord. Très bien. Bon, let's go. Enchaînant sur le troisième et dernier film. Troisième et dernier film, c'est moi qui m'y colle et je vais vous parler. De toute façon, ceux qui regardent la vidéo le voient depuis le début. Je vais vous parler de Don't Breathe. Don't Breathe, qui est un film américain tourné majoritairement en Hongrie et sorti donc en France le 5 octobre 2016. Réalisé par Fede Alvarez, qui est un super réalisateur uruguayen. Et oui, Alex, t'as raison, comme Alvaro Recoba et Edinson Cavani. Des joueurs de foot. Il s'est entraîné pendant les vacances.
Alvarez qui se fait remarquer en 2009 sur YouTube avec un court-métrage de moins de 5 minutes qui s'appelle Panic Attack, Ataque de Panico dans sa version originale, tourné pour $300, mais qui se paye quand même le luxe de vouloir mettre en scène une attaque de robots géants sur Montevideo, la capitale uruguayenne. Très, très sympa comme court-métrage, qui cumule à ce jour presque 8 millions de vues. Il se fait assez rapidement remarquer par un certain Sam Raimi, qui va pas hésiter à lui confier quand même $17 millions pour mettre sur pied le remake / reboot de son immense franchise Evil Dead, quand même. Donc c'est Alvarez et son pote scénariste Rodo Sayagues qui remplissent pleinement le contrat à l'époque, qui vont livrer un film que j'ai trouvé particulièrement redoutablement efficace et gore, qui a la bonne idée en plus de s'écarter de la tonalité du modèle original pour en faire un film, c'est ça, beaucoup plus frontal et premier degré. Le film va rapporter quasiment $100 millions rien qu'au cinéma, de quoi bien lancer la carrière hollywoodienne du réalisateur, qui va refuser alors plusieurs films Marvel et un Fast and Furious pour choisir de se faire la main à la télévision pour Robert Rodriguez et son adaptation en série de Une nuit en enfer, jusqu'à ce que la société de Sam Raimi, Ghost House Pictures, lui donne à nouveau carte blanche pour un nouveau projet, cette fois-ci 100% original, avec un budget quand même de $10 millions, soit 7 de moins que Evil Dead. C'est ainsi que naît Don't Breathe. Pour $10 millions Don't Breathe. Ouais, $10 millions. Voilà, c'est moi le moins cher. En Hongrie. C'est tourné en Hongrie pour les intérieurs. Les extérieurs, c'est tourné à Détroit. Donc Don't Breathe, c'est un scénario donc original de Alvarez et Sayagues. Au niveau de la photo, c'est Pedro Luque qui s'y colle. C'est aussi leur compatriote et leur copain, avec une volonté de marquer l'image par des lumières ou une absence de lumière, notamment dans une scène de sous-sol assez osée, mais j'imagine qu'on va en parler. C'est Rec ou quoi? C'est Rec ou quoi? Ah ouais. Oui, non, mais Je l'ai dit. Je l'ai dit. À la musique, c'est le prolifique compositeur espagnol Roque Baños à qui revient la tâche de travailler sur le score du film. C'est pas n'importe qui, puisqu'il a pas mal collaboré avec justement Jaume Balaguerro, le co-réalisateur de Rec, mais aussi avec Alex de la Iglesia ou encore sur des films comme The Machinist avec le squelette de Christian Bale ou le remake de Old Boy par Spike Lee. À l'écran, on va suivre essentiellement 4 personnages, donc 4 acteurs principaux. Le premier, c'est Daniel Zovatto, qui joue Money. C'est un acteur costaricien qu'on a vu dans It Follows, qu'on a traité dans l'émission, et qui partage quelques points communs avec Don't Breathe. Je mal écrit ce que j'arrête pas de brûler. Et qui a joué, en fait, oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'il a joué le rôle de sociopathe dans le film de Anna Kendrick. Il jouait Rodney, c'est le film où il joue, c'est une histoire vraie, où c'est tourné manège, et en fait, c'est un psychopathe, le mec. C'est. Voilà. Non, mais très bien. Putain. J'ai oublié le nom du film, je l'ai pas noté. J'ai le fait divers. C'était Bundy. Non, c'est un autre. Non, ça s'appelle Rodney, justement. Donc, ouais, il finit par jouer un psychopathe ensuite. Ensuite, on a Dylan Minette. Je vous laisse faire vos blagues. Non, Minette. Un mec avec un visage poupon sur un corps d'adulte qu'on a vu dans Prisoners et qui est devenu une star Netflix avec la série 13 Reasons Why aussi. C'était Rodney Alcalal, tu vois, en série. Exactement. Le grand antagoniste du film est joué par un Stephen Lang habité, toujours prompt à incarner les gros durs pas très sympas. Pour ceux qui n'arrivent pas à mettre un visage sur un nom, je pense que vous avez tous vu Avatar. C'est lui le méchant. Les chèvres du Pentagone. Non, moi, pas Avatar. Pas au film. Ce n'est pas ça. Avec Jeff Bridges, George Clooney, Matt Damon. Le procès de la chèvre, le film français qui est sorti l'année dernière. La chèvre. Le procès. Ah oui, non, oui, le procès. Ouais. Un truc. Non, le procès du chien. Non, c'était un truc avec une. Avec Danny Boone. Allez, merci. Donc, c'est à peu près. Hein. Tout ça pour vous parler de Stephen Lang. Donc vous voyez tout ce qu'il sait. Le frère de Jacques Lang. Vous voyez Jacques Lang. C'est son frère. Pourri. C'est dans quoi sur RTL? La valise. George Lang. George Lang. Quelle famille? Mais quelle famille? Vous en mettre du côté de Motown. Oh, c'était incroyable. George Lang, je vous invite à écouter, c'est fabuleux. Bon bref, et donc pour terminer, le personnage principal, la jeune Rocky, est interprétée par Jane Levy, qui était déjà l'héroïne des Evil Dead de Alvarez, qui avait démarré sa carrière dans la série Shameless au début des années 2010 et qui s'est fait depuis une petite carrière entre cinéma et télévision dans des super films comme Monster Cars ou le remake récent de The Toxic Avenger et dans les séries Castle Rock. Il y a la potence qui vient de sortir de Toxic Avenger. Non, ça fait longtemps.
Oui, j'ai vu. Bah, bref. Ouais. Et elle était aussi dans la série Zoé et son incroyable playlist dont je n'avais jamais entendu parler. Voilà. J'ai dit tout à l'heure 10 millions de dollars de budget, un bon investissement compte tenu des 158 millions de dollars de recettes dans le monde. De quoi lancer une suite qui verra le jour un peu plus tard, en 2021. Donc pas forcément une bonne période pour sortir un film. C'est quoi? C'est pas péter? Pas l'aspirer? Non, c'est Don't Breathe 2, tout simplement. Je me suis lancé tous. Je te laisse complètement dans ton truc. Le hors-piste, t'es la Michael Schumacher, là. T'es parti dans les sapins tout seul. Carrément. Donc la suite, elle est mise en scène par Rodo Sayers, donc le scénariste du premier film, avec un résultat donc mitigé de 54 millions de dollars au box-office, pas aidé donc par le contexte du Covid et par un produit quand même beaucoup moins intéressant que le premier film. L'excuse du Covid, là, ça commence moi à me gonfler, les mecs. Ouais. Bon, le film n'est pas mauvais, mais il est beaucoup moins bien que celui dont on va parler. Et donc, de quoi ça parle Don't Breathe? C'est l'histoire de 3 jeunes gens, dont l'un est le fils d'un employé d'une compagnie de gardiennage de maison, qui piquent en douce les clés du paternel pour visiter les maisons et récupérer un peu de butin. Un jour, ils entendent parler d'un homme seul, aveugle, qui aurait récupéré une grosse somme d'argent après qu'une gosse de riche ait tué sa jeune fille en la percutant avec une grosse voiture de gosse de riche. Ils pensent que c'est un coup facile. C'était sans compter sur le fait que le monsieur en question, c'est Stephen Lang, un ancien militaire plutôt badass qui cherche surtout à rester discret sur ce qui se passe chez lui. Que vous dire de ce film que forcément j'avais déjà vu? Moi je trouve que c'est un film qui est déjà à l'époque quand j'ai vu m'avait beaucoup marqué, que j'ai trouvé vraiment réussi, qui développe énormément de bonnes idées. La première étant de localiser son film à Détroit dans des quartiers laissés à l'abandon, comme le faisait notamment It Follows, ou comme le fera plus tard le Barbarian de Zach Cregger, qui avait fait un petit succès sur Disney+. On peut aussi citer 8 Mile, notamment le personnage de Kim Basinger qui semble être carrément cité par la maman du personnage de Rocky dans le film. L'autre bonne idée aussi, c'est un peu de renverser les codes du home invasion, comme avaient pu le faire aussi les réalisateurs français Julien Maury et Alexandre Bustillo avec leur assez méconnu mais très beau Livide, qui s'inspirait d'ailleurs d'un clip de Slipknot. Mais ça, c'est une autre histoire. Okay. Et où on a une menace qui change complètement de point de vue par rapport au plot de départ. Ensuite, on a des personnages qui ont une vraie consistance, au-delà du personnage de Monet qui a très vite un peu les apparats d'une chair à canon. Le seul mec le plus insupportable de la bande. J'ai mis le billet tout de suite dessus. Oui. J'ai fait, ouais. Ça c'est mon cheval. Tac. Ça je le laisse un Ça quart se voit d'heure. assez vite. Mais au-delà de ça, je trouve que les personnages des deux côtés ont quelque chose à jouer. Ils ont une vraie motivation, en fait, chacun des deux côtés dans leurs actions. Même si finalement, en fait, des deux côtés, c'est pas cautionnable, en fait, ce qui se passe. Et donc, on est assez loin d'une confrontation gentil versus méchant complètement manichéenne. Et ça, ça rend. À la fin, tu dis, s'il y a un procès, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Qui gagne? Qui perd? Ouais. T'es vraiment dans ce cas-là. En plus, C'est moite-moite. Voilà, faut couper la poire en deux. Chacun à la maison, enfin, on faut débrouiller, mais. je trouve en plus que la mise en image est assez sublime. La caméra. Je trouve pas, justement. Je trouve J'ai dû mettre des Night Vision pour. Oui, alors. On se croirait dans Tu Game l'as of Thrones. Tu l'as vu dans quelles circonstances? J'avais une lampe frontale. Sur mon PC Dans un arrêt de bus sous la En pluie. 330p. Un screener. Non, je l'ai vu en qualité Blu-ray. En qualité Blu-ray, je peux vous dire que c'est toujours, Ouais. c'est toujours lisible. Pour le coup, je trouve que c'est toujours lisible. Et un peu comme dans Panic Room, la caméra est aussi un personnage à part entière, puisqu'elle va accompagner en fait le spectateur dans la géographie des lieux et va lui donner aussi des informations visuelles que les autres personnages n'ont pas. Oui. Je pense à cette scène où elle va sous le lit, la verrière, ou quand elle va sous le lit pour faire apparaître un pistolet qui est scotché sous le lit. Donc ça, je trouve assez malin, très beau. C'est aussi dû à l'utilisation d'une caméra numérique très répandue qui est l'Alexa, qui permet aussi de capter l'obscurité de manière inédite par rapport à la pellicule. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, je sais pas, je le voyais, je pensais prêt à dégainer une Ouais, vanne. non, mais attends, une connerie. Mais donc, je reviens sur cette scène complètement dans le noir. On n'est pas non plus sur une night vision militaire en mode vert, Non, c'est gris. Là. vert et noir. Là, c'est vraiment, tu sens on est dans l'obscurité. C'est Tu une vois scène qui que a fait un peu les parler. acteurs, ils sont vraiment dans Ils le voient rien. Et tu vois qu'ils vraiment sont pas C'est en rassurés. conditions réelles, ouais. Et du coup, il arrive à capter l'obscurité totale en rendant la scène lisible. C'est-à-dire que tu vois ce qui se passe, tu vois les menaces, tu vois les dangers, et je trouve que ça rend la scène ultra angoissante, quoi. Il y a plusieurs Par contre, scènes. il y a des sacrés conduits dans la baraque.
Ah bah oui, bah mais en vrai, les maisons américaines, c'est comme ça en fait, hein. C'est fou. C'est la VMC, c'est. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. Le sacré VMC, là, ouais. Mais non, mais ils On ont. dirait la VMC de Flic de Vol. C'est ce qui sert de clim, de chauffage. C'est assez particulier là-bas en fait. De chambre aussi, apparemment. Tu peux dormir dans un Ouais, coin. t'es bien. Non, mais comme les maisons sont assez mal isolées, c'est les maisons en bois, en fait, ils ont besoin aussi de beaucoup. C'est un charpentier. Beaucoup de gens le font. Non, mais parce que j'en avais parlé avec un copain qui habite Toronto, et c'est vrai que leur maison n'était pas super isolée. Ils avaient des factures d'énergie énormes, parce qu'en fait, l'hiver, ils chauffent à fond, et l'été, ils mettent la clim à fond, quoi, parce que c'est vraiment pas bien isolé. Ah, c'est Ça, c'était le petit point. Le petit point. Petit point maison. Moi, j'en ai parlé avec Delassus, là. Bah, tu sais, celui qui m'a fait ma charpente, là. Ah, il me dit, c'est comme ça, hein, c'est les Américains. C'est les Américains, je peux te dire. Il y a quand même plus de scènes à retenir que dans Flic de haut vol. Je suis sûr que j'ai pas parlé des scènes clés dans Panic Room, mais on en a assez dit. Il y a l'entrée dans la maison avec la longue découverte silencieuse des lieux. Je trouve que le film joue beaucoup avec nos sens, en fait, et ça, c'est assez malin, sachant que le personnage principal a perdu un de ses sens. Ouais, enfin là, on dirait qu'il est sourd aussi, parce que. Des Bah, fois, je me dis, n'empêche, parce que je sais pas chez vous, mais moi, ma montée d'escalier, Ça ça grince. grince à mort. Là, Ouais, mais ça, c'est du bois américain, ça. Tu peux y je fais ça dans Panic Room, hein, Jodie Foster, quand elle descend l'escalier pour pas se faire voler. Pareil, hein, ça grince jamais. Hein. Ouais, mais là, c'est l'appartement new-yorkais, Ouais, il c'est est assez solide, costaud, là. quoi. C'est pas Là, du la froid. maison, là, même quand ils rentrent dans leur jardin et tout, enfin. Bon, Ouais. moi j'entends ça, moi j'entends. Je suis sûr que je pense à lui, j'entends. Après, t'as peut-être un sommeil lourd aussi. Il a pas perdu qu'un sens, ça. Justement, tu parlais, à un moment, il se finit par se réveiller, et là, ça entraîne une scène choc aussi. C'est là où on a le retournement total de situation. Ouais. Ensuite, t'as on va pas spoiler sur ce qui se passe quand ils arrivent dans le sous-sol, mais t'as une apparition en fait qui fait Ouais, là, qu'à partir de là, le cette film, dimension. ouais, ça va empirer en fait de plus en plus, et ça va générer toujours plus de stress à la fois au personnage et au spectateur en fait quand tu le découvres pour la première fois. Et puis, ouais, t'as ce détournement vers une forme de glauque hein, quand même, on peut le dire. Oui. Et puis une fin qui va s'étirer un petit peu en longueur pour toujours plus jouer avec les nerfs du spectateur, parce que chaque fois tu penses que ça va finir. Dans la voiture, là, ça m'a gonflé. Avec le chien. Hommage à Cujo, direct. Ouais, ouais. C'est clairement un Cujo, hommage quoi, à Cujo. Ouais. Donc voilà, moi c'est un film que je trouve qui a énormément de qualité et qui arrive même après la deuxième vision à toujours te stresser et à te mettre en immersion complète dans cette maison et dans ce qui s'y passe. Enfin moi c'est un petit film mais ultra efficace et très très bien réalisé je trouve. Très beau et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui Alvarez, on lui a confié notamment les rênes de Alien, donc qui a fait Alien Romulus. Et voilà, moi c'est un mec qu'il faut suivre vraiment et en tout cas dont j'apprécie beaucoup le travail. Ouais, je l'avais jamais vu. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à un film d'horreur. Et du coup, plutôt surpris parce que il y a quelques codes de l'horreur que 2-3 jumpscares. Gentil. Oui, mais finalement, c'est plus un film de suspense. Et je m'attendais pas. En fait, des fois, j'ai l'impression que le film fait un peu son malin, notamment avec le twist dans la cave. Où tu es, t'avais pas cru ça, et en fait. Et je trouve, l'idée est marrante, mais je trouve que ça fait un peu. Je trouve ça marrant lui. On dit chez vous, les mecs du Floodcast auraient pu penser à ce truc-là. Souvent, ils en parlent, évidemment. C'est un gimmick. Et je trouve que c'est rajouter une couche déjà, en supplémentaire. Et je trouve que ça alourdit un peu le propos du film. C'était peut-être pas forcément nécessaire. Je trouve que c'est un peu trop malin d'avoir fait ça, d'avoir utilisé cette idée-là. Après, je trouve qu'en termes de réalisation, c'est top. T'as vraiment du suspense avec notamment toutes ces scènes où ils font pas de bruit et ils sont juste l'un à côté de l'autre. Tu fermes les yeux, tu te rends compte quand même qu'il y a quelqu'un à côté de toi. C'est pas un. Surtout si, a priori. Quand t'es aveugle, non, tu développes un peu plus tes autres sens, et là, j'ai pas l'impression que. Après, Par contre, des fois, il tire quand même plutôt bien. peut-être qu'il est un peu âgé, qu'il a perdu un petit peu le reste de ses autres sens. Parce que tu comprends qu'il est comme ça à cause d'un obus. Donc... Puis c'est un vétéran, voilà. Oui, c'est ça, La guerre aussi. La bagarre. Ouais. Et j'aime bien aussi, c'est que le tout début du film commence par quasiment la fin. Oui. Et quand t'arrives justement à ce moment-là, je fais, il se passe quoi après? Parce que là, j'ai pas compris. Mais Sacha, je trouve pas ça malin, moi, d'avoir mis ça au début. Moi, je trouve que parce que du coup, je m'attendais pas à ce qui allait se passer encore après. Donc, là, le suspense et tout, je trouve que ça marche bien. Les acteurs sont plutôt bons. Par contre, cette fin qui annonce une suite,
tu sens en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils avaient déjà une idée de faire peut-être un 2 parce que à la fin, ça se termine sur. Bah, je trouve pas justement parce que ça rajoute quand même un côté. Il sera jamais vécu. Ouais, ou juste en fait, enfin, par rapport à ce que dit la télé, où tu sais, le rôle de victime ou bourreau, Ouais. on sait pas trop. Et donc ça rajoute encore un petit peu d'ambiguïté à tout ça en fait. Ouais, c'est vrai. Après, si Mais, on est, moi, j'ai vu si on est, plus, si on est tatillon, hein, lorsque les j'ai vu flics pénètrent dans la baraque à la fin, ça va la cave? Enfin, vous avez été voir la cave ou pas? Parce qu'il y a quand même, enfin, à moins qu'il ait tout cliné. Peut-être. Mais Je vous ouais, non, raconterai le 2 après, si vous voulez. Là, je suis tatillon. Parce que... je trouve que sinon c'est un film sympathique, un film de genre sympathique, voilà. Mais c'est pas. Je préfère film de vol. Vraiment dommage que Bonne vibe, tu vois, il y a moins de trucs glauques. Ah, mais sur autre chose, complètement autre chose. C'est aussi le concept. Ah oui, oui, là, on peut avoir des genres complètement C'est différents. grand écart là entre film de vol et Don't Brief. C'est Il y a un sûr. monde. Ouais. Moi, c'était une découverte, première fois que je le voyais aussi. Je suis pas familier en général de ces films, mais j'ai vraiment été cueilli d'entrée, à part par ce plan d'ouverture une fois avoir vu le film, je fais, bah, c'est con. Et du coup, moi, je me suis préparé. Bon, le mec, il va les déboîte, et c'est à peu près ce qui se passe quand même. J'ai bien aimé en effet l'ambiance, le début jusqu'au réveil du personnage, le twist au milieu. Bah, je trouve ça bien parce que je me dis, comment tu fais tenir un film sinon? Oui, Que après, si- il est pas long, il dure juste 1h30. Ouais. Ouais, mais même, imagine 1h30, c'est une petite baraque. Enfin, On n'est pas sur Non, mais 250 par mètres exemple, carrés. sur Home Alone, t'as une exposition qui dure 45 minutes, Ouais, c'est même vrai. 1 heure avant qu'il y ait un vrai cambriolage qui se Quoique la passe. baraque est pas si petite quand même, puis elle a une cave énorme. Ouais, la cave, elle est immense. Grosse cave. Mais- Grosse Mais c'est, tu vois, tout ce quartier où il est Oui, ça j'ai bien aimé. quartier l'ambiance. vide, complet, il n'y a Ouais. plus que lui qui est là, et c'est Détroit, tu sais, cette ville industrielle avec les constructeurs automobiles qui sont partis, donc tu vois, cette répercussion sociale qui fait que... Regardez la petite reco, regardez, je vous en avais parlé pendant les vacances, de la chaîne de YouTube Arthur Jean qui parle des États-Unis. Il fait Sur les trois. sur Moi, je trouve ça assez passionnant. C'est trop bien. Et par contre, je trouve pas toujours crédible les jeunes qui campent les cambrioleurs. Il y en a 2 sur 3 qui font pas du tout cambrioleurs. Enfin, même s'ils ont des motivations certaines, tu les vois pas, tu les vois pas avoir cette bravoure, ce courage-là. Surtout pour le gars. Hein, pas- Ouais, C'est de la minette. Oh, Ouais, il n'y a pas la tête c'est de l'enfant. faiblard. Non, Mais mais c'est- justement, tu sens que lui, il est là pour autre chose. C'est-à-dire qu'il y a ce triangle amoureux aussi. Oui, oui. Ouais, mais même, il a quand même. Enfin, non, il est pas thug. Il est pas thug pour un sou, et puis il rentrerait jamais dans une baraque comme ça. Enfin, t'y crois pas une seconde. il veut pas le faire. La fille et le latino, ouais. Il veut kidnapper. Donc ouais, ça c'est un petit peu dommage. Après, il y a peut-être des acteurs pires que ça dans la sélection des films qu'on a fait aujourd'hui. On verra. Peut-être. Tu remplaces Luke Wilson Mais par Vignette. j'ai trouvé ça sympa. Même le truc du chien à la fin, tu fais putain, ils vont nous laisser tranquille ou quoi? Ouais, Mais non. ouais. Non, mais là encore, j'avais le stress. Et- Ouais, mais jusqu'au siège qui se rabat sur la gueule du. Non, je trouve ça cool. Si. Par contre, en le effet, chien joue bien. mais non, une bonne surprise. Oui, en effet, je vais vous paraphraser. Genre, oui, bonne je- mise en scène efficace. Je te reverrai pas. Tu sais, je l'ai vu, c'est dans ma culture, c'est fait, mais j'ai passé un bon moment, mais c'est pas. Je te montre. waouh. Je pense que je lui montrerai à Abel. Oui, je pense que c'est bien. Mais déjà, c'est 3 ans. pour ses 3 ans, c'est Ouais, bon. S'il a peur des chiens en plus, c'est génial. Donc, Ouais, ça va, il Ça sera va guéri. casser. Il sera guéri. Si vous voulez, vite fait, je vous pitch le 2, en fait, parce que je l'ai regardé. C'est toujours Stephen Lang qui vit toujours dans une maison avec une fille, cette fois-ci. Donc, Qu'est-ce qu'il a fait avec une jeune fille donc, qui l'appelle papa. Sauf que il veut pas, il l'entraîne à se battre, à se défendre, etc. Parce qu'elle est sur des muettes. Non, tout va bien. Et en fait, il est plus ou moins copain avec une fille de la ville qui veut emmener la petite fille faire des courses, tout ça. Et là, elle se fait emmerder par un mec un peu chelou. Et ce mec Pas de chelou bol, le gars, quand même. va les suivre jusque dans la maison, en fait, et ils seront à plusieurs, et ils vont vouloir s'en prendre à Stephen Lang pour récupérer la fille. Spoiler alerte pour ceux qui n'ont pas La vu. fille, elle a un truc. C'est en fait la fille de dealer de drogue qui, après une mauvaise manipulation en faisant de la meth, le labo a explosé, en fait. Et la fille s'est retrouvée en gros sur le trottoir, les parents blessés ou arrêtés par la police, machin. Et donc, Stephen Lang, voulant toujours une fille, l'a récupérée, l'a élevée comme sa fille. Elle devait avoir 2 ans au moment des faits.
Et sauf que du coup, Sacré vie, ce mec. Hein, le père veut récupérer Il est sa toujours fille. tourné vers les enfants. Oui, c'est ça. Donc, pas- C'est son leitmotiv. Et il s'avère qu'en fait, la mère est du coup malade depuis, à force d'avoir inhalé des vapeurs de drogue, etc. Et donc voudrait récupérer sa fille parce qu'elle cherche un donneur pour son cœur. Donc encore un personnage très sympathique. Et donc, encore une fois, ça se retransforme sur ce côté bourreau, sauveur. Mais on en fait de Stephen Lang un personnage beaucoup plus valeureux, en fait, Ouais. tu sais. Ouais, d'accord, ouais. Alors que ça reste un personnage sombre, mais torturé complètement par rapport à ce qu'il fait. Mais ses motivations restent un peu humaines dans le sens où il veut récupérer un enfant, en fait, tout Je trouve simplement. pas qu'il soit Un déshumanisé peu comme totalement France. dans le premier. Non, mais est-ce que tu peux vraiment cautionner ce qu'il fait, en fait? Tu vois, c'est... Ouais, un peu comme Cortisol, tu vois. Que vraiment cautionner. Oui, c'est tout à fait pareil. On peut complètement faire cette comparaison. Voilà. Le film est moins... Francis Holm, on rappelle le frère de Cathy Holm. Il n'y a que des frères et sœurs aujourd'hui. Là, c'est une famille assez. beaucoup. Une grande famille. Et donc voilà, c'était pour vous faire un petit peu le pitch du deuxième qui est moins réussi. Oui, ça donne pas envie. Beaucoup moins de coups. Perso, tu Ok. m'as pas envie. Euh, On enchaîne du coup. Les gars. C'est l'heure de la C'est confrontation. l'heure de la confrontation. Avec petit changement du coup. Let's get ready to rumble! Mais la pape avec le changement, c'est qu'on peut plus voter pour notre film. Et Non, ouais, je l'ai rappelé déjà en début d'épisode, C'est et vrai. c'est d'ailleurs pour ça que peut-être dans la merde. Ouais, on va voir. Qui veut commencer sur la partie du coup scénario, pardon. Le flic de Owen. Ah, c'est dommage. J'ai vraiment. Vas-y, commence, t'as ouvert ta Vas-y, gueule. commence là. Quoi C'est le meilleur scénario. Entre du coup. Panic Room. Ah ouais. Ouais, entre Panic Room et Don't Breathe. Que dire? Sur Panic Room, ça se tient sur un bout de ficelle, le scénario final. Carrément, ouais, donc c'est vraiment petit. Ouais, ouais. Pour écrire, c'est chaud. Mais en même temps, il y a quand même les personnages sont quand même développés. Il y a beaucoup de suggestions et voilà. Enfin, je trouve que c'est quand même pas juste des mecs qui viennent braquer. Ça raconte un peu plus que ça. Sur Don't Breathe, C'est les mecs qui viennent braquer. c'est des mecs qui viennent braquer et les personnages peuvent être un peu moins bien écrits, mais il y a ce twist de la cave qui en donne une autre dimension. Du coup, même si tout à l'heure j'ai dit que je trouvais ça un peu facile ou un peu un truc de malin, je partirais quand même sur Don't Breathe parce que je m'attendais absolument pas à ça et que ouais voilà, donc Don't Breathe pour moi. Ok. Pierrot. Ben moi du coup, je suis obligé d'hésiter entre Flic de vol. T'hésites. Mais Flic de vol, pour une comédie, le principe est sympa. Le truc du comique, enfin le comico, enfin qui n'en était pas un avant. C'est un peu lourdeau, évidemment. Il y a des grosses ficelles. C'est vraiment un film à concept. Le pitch de départ est marrant. Mais c'est tout. Après, il passe à autre chose. C'est un Mexicain, il est libre à la fin. Oui, bon, ça va. Trop bien écrit. Ouais, C'est que tous les flics font ça. Ben non, évidemment, je vais mettre Don't Breathe parce que j'étais également secoué par la révélation de la moitié du film. Qui ne serait pas secoué par ce truc-là? C'est quand même choc. Donc, C'est clair. même si les personnages sont pas toujours bien écrits, c'est parfois maladroit ou bien un peu bourrin en fait, tout simplement. Et puis, ça, sans en dévoiler, au-delà de la révélation, ce qui se passe ensuite, Ouais, on j'ai s'est encore rajouté, tu te dis, mais jusqu'où ça va aller, En quoi. fait, pour tous les fans d'escalade, il y a beaucoup de bauderies et tout ça. On est dans les. Ah, si vous êtes un petit peu fétichiste de l'escalade, ouais, c'est vrai. C'est ça. Sacré cave, du coup, et on donc, va avoir un truc d'escalade. donc. et donc Don't Breathe également pour moi. Don't Breathe, écoutez, du coup, moi, ça va servir à rien, mais entre Flic de haut vol ou Panic Room, difficile quand même de comparer. Flic de haut vol, il y a un concept, j'ai envie de te dire, C'est il y a vrai. un concept. Panic Room, il y a des personnages. Et en termes d'écriture, c'est quand même plus long de développer des personnages et des situations qu'un concept et de mettre au milieu Martin Lawrence. Tu fais ce que tu veux. Donc, non, évidemment, je vais mettre mon point, moi, à Panic Room. Ok. C'est donc un point pour Don't Breathe. Très bien. Pierrot, réalisation. Réalisation, je ne peux pas du coup voter pour mon film Panic Room. Non. Alors que pour moi, il est de loin le plus brillant. Les Mayfield, il faut savoir que Les Mayfield, il a fini major de promo devant Fincher, hein, à l'époque où ils étaient à l'école ensemble. Non, c'est faux. Ah, l'info. Non, la vieille info de choc. Ouais, non, Les Mayfield,
enfin, il fait rien. Enfin, c'est zéro pointé. C'est ce que dit Stephen Lang. Laisse mes fils tranquilles. Merci. Si je valide. Et donc, impossible de mettre un point pour Michel Field. Là, moi, je mets du coup un point évidemment pour Don Breeze. En effet, pour le côté mobile de la caméra, qui passe à rappeler un petit peu Panic Room, tu le disais, pour notamment le plan du gun ou bien tous les petits inserts qui nous montrent attention à ce qui va se passer. J'avoue. Donc pour moi, en effet, c'est beaucoup plus malin et beaucoup plus fluide. Oui, bah, je vais enchaîner, honnêtement. Enfin, moi, du coup, je ne peux pas voter pour Don't Breathe, mais entre Panic Room et Les Mayfield, il n'y a pas photo. Il y a une maestria quand même dans la mise en scène de Fincher. On peut pas le renier. Donc non. J'aurais peut-être plus hésité entre Don't Breathe et Panic Room, parce qu'il y a plus d'éléments de comparaison. Mais, et puis, Télématin, rappelez-vous. Télématin, la cafetière 3D. L'intro de Télématin. Donc, et puis quelle direction artistique sur les cheveux de Jared Leto, quoi. J'ai envie de te dire. Donc, non, il n'y a pas match. C'est moi qui ai la dure. Oui, c'est toi qui as le choix le plus dur, finalement. Oui, parce que les deux ont quand même une direction artistique qui se tient. Il y a des idées de mise en scène. C'est pas facile. C'est pas facile pour le coup, ouais. Je suis un peu. Fincher, j'aime vraiment bien ce qu'il fait, donc j'aimerais bien lui mettre un point, mais en même temps, il y a beaucoup d'idées, des petites trouvailles qui marchent bien dans Don't Breathe. Chaud. Je vais mettre quand même Panic Room, parce que Don't Breathe, il a déjà un point. Et que c'est de la mauvaise foi. C'est nul. Ah non, il savait pas, il tranche, il fait ce qu'il veut, non? Voilà. Non, mais il fait ce qu'il veut. C'est en fait, c'est lui l'arbitre de cette rencontre, hein, vraiment. À chaque fois, j'ai choisi un film de merde, du coup, c'est moi qui ferai l'arbitre et qui choisirait le final. C'est ça. T'es pas obligé, des films de merde. Tu peux aussi, si tu veux changer. Aussi prendre des bons films. Du coup, le jeu d'acteur, je vais commencer. Vas-y. Dur choix. Luke Wilson, Martin Lawrence, William Forsythe et sa moustache qui est... Voilà, et puis à côté de ça, franchement, Jodie Foster, elle porte les films elle toute seule. Très bonne prestation de Kristen Stewart. Franchement, à son âge, assez impressionnant. Au-delà de ça, Forest Whitaker, il va me falloir que vous trouviez un film où il joue bien. Vraiment, pour l'instant, Le Roi d'Écosse. tout ce que j'ai vu. Le dernier Roi d'Écosse, ouais. C'est compliqué. Hein. Je trouve pas que ce soit un bon acteur. Alors j'ai vu beaucoup de films récents où il est vraiment. Ah ouais, fatigué. non, mais là, il prend l'échec là. Le dernier Roi d'Écosse, j'ai trouvé. J'ai pas vu, mais effectivement, pourquoi pas. Jared Leto. Autant j'ai écouté les 2 premiers albums de 30 Seconds to Mars, j'ai pas honte de le dire. Autant il m'énerve de plus en plus en tant qu'acteur, déjà parce que il a fait le Joker déjà. Et puis même dans son rôle dans Blade Runner 2049, moi je peux pas en fait, je peux pas. Ah oui, c'est Il vrai. y a ce côté arrogant, je sais pas. Je ne pourrais pas comment te décrire. Et là, il est pas ouf. Il est déjà là-dedans dans ce truc d'arrogance. Ouais, complètement. Il est pas ouf. Donc c'est juste en comparaison, je pense que pour Jodie Foster et Kristen Stewart, clairement, c'est supérieur à Flic de Oval. Moi, je te rejoins aussi direct sur Jodie Foster. Je trouve qu'elle tient le film avec toute seule, c'est incroyable. Forest Whitaker, je trouve il apporte une humanité et ça marche super bien. Raoul aussi, je trouve que c'est la caution comique. Et pour un chanteur de country. Mais ouais, c'est ça. Super Je trouve qu'il est, il a un regard fou quand il est notamment fermé avec Kristen Stewart. Tu sens c'est parce qu'il a la main défoncée, mais sinon il est à la violer. Enfin, je sais pas, il y a vraiment une. Oui, il est dérangé. Ouais, il y a un truc fou dans son regard et ça marche super bien. Et sur Don't Breathe, le regard de Stephen Lang, on le voit pas. Et non, genre, en fait, j'ai du mal avec Bernard Minet là, donc. Tu l'as minette, ok. J'aime pas sa gueule, cet acteur. J'aime pas ta gueule. Et je trouve, oui, c'est pas mal, hein, mais à part le chien. Non, voilà, donc non, pas Nico. Bon, là, je me retrouve avec 2 films où je trouve que c'est pas la qualité première du film, donc les interprètes. J'ai un. Jane Levy, elle joue bien. Ouais. C'est pas moi qui décide. Mais bon, en face, il y a quand même Martin Lawrence. Alors, moi, un super dentier. Je vais peut-être donner mon point d'ailleurs à ce film-là, parce que pour Octavia Spencer, parce que c'est devenu une actrice oscarisée. Elle est 8 secondes. Elle est passée par là, elle fait. T'ouvres la porte et tu te fais insulter sur ton physique par Martin Lawrence pendant 10 secondes. Et c'est J'ai remarqué sur cette scène,
Après, il va voir à la fenêtre son ex. Et donc, t'as Martin Lawrence qui est filmé. Et derrière, en arrière-plan, t'as un gamin qui fait du vélo. Et tu vois qu'il s'arrête. Et genre, qui regarde le tournage. Très bon. Ils ont regardé la scène. Non, je vais mettre quand même, logiquement, Don't Breathe. Allez, Stephen Lang est un petit peu au-dessus du game, mais il joue juste sur son charisme et Bah sur oui, sa c'est force ça, ouais. physique. Parce que sinon, bon, c'est pas la meilleure prestation qu'on ait pu voir. Enfin, après, Stephen Lang, c'est un petit peu caricatural toujours, quoi. C'est jamais forcément. Bah, il a Un brillant il a acteur. un physique à faire ça. Donc, Ouais, c'est ça. Il nous reste une catégorie. La catégorie bonus. Alors, on a pensé, vu que c'est du cambriolage, quel est le plus gros. On essaye de trouver une catégorie bonus qui peut pas être, qui soit vraiment objective. oui, Objectif. Il peut pas y avoir de. Ouais, c'est son mot. Et oui, qui Quel est le mot, plus gros et butin qu'en plus, gagné qui soit mesurable, un peu comme un objectif. Tu vois, On a dit dans le flic de haut vol, tu te souviens après du montant du magot, c'était les diamants, je trouve. Moi, j'ai pas recherché. En plus, on en a parlé hier. Pour moi, c'était 4 millions. Ouais, j'avais en tête un C'était truc 4 ou comme ça. 5 millions de dollars. Ouais, reparler, je vais chercher. Dans Panic Room. Panic Room, non, dans Don't Breathe, ils pensaient avoir 300 000, finalement, il y a 1 million. Ouais. Et dans Panic Room, ils sont très blindés. Ils C'est- pensaient, d'ailleurs, dans Panic Room, ils pensaient aussi à une petite somme. Et Ouais. finalement, il s'avère qu'il y a. 22 millions. C'est les bons porteurs, c'est. Il y a. Ouais, donc il me semble que c'est. On est sur du 17 millions, un truc comme ça. 17 ou 20 millions même. 22, je crois. 22 millions, t'as raison. Ouais. Ouais, effectivement. Pas l'info. Trouve C'est, Allez, ça voudrait dire que c'est Panic Room. Après, c'est des bons porteurs ou des. J'ai vu un épisode de Brooklyn Nine-Nine où il hérite des actions de son grand-oncle. Il dit: je vais être super blindé. Il a 1 million d'actions chez Blockbuster Video. C'est dans Brooklyn Nine, ça Tiens, je voir, Flic de vol est dispo gratuitement sur YouTube. Ah oui, bah moi je l'ai vu comme ça, moi. Je l'ai vu dans ces conditions. Alors vous avez un super DVD, quoi. Ouais. Non, mais je sais que c'était pas extraordinaire non plus. C'est quand même un diamant qu'il arrive à embrasser avec sa bouche. Ouais, mais Un poisson. ça doit pas valoir 22. Pour moi, à mon avis, c'est Panic Room qui a le plus gros Vraiment. butin. Il va falloir mieux noter. Hein, En même temps, j'ai eu l'info après avoir lu le film. Donc, C'est vrai. je vais pas On revoir. fait ça à encore. chaque fois, les gars. Je vous apprends rien du tout. Et donc, le résultat, du coup. Et ben le résultat, c'est que le film le plus cambriolé est donc Panic Room de David Fincher. Quelle surprise! Mais quelle porte ouverte avons-nous encore une fois enfoncée? Arraché, littéralement. Non, mais tu dis ça, mais il y a eu beaucoup de surprises au final dans le film à plus. Ouais, c'est vrai. Il y a des favoris Amadeus qui perd contre. Moi, ça m'a toujours marqué, contre Walk Hard. Oui, c'est vrai. Ouais, mais trop bien, Wildcard. Ouais, mais Amadeus, quoi. C'est vrai. Voilà, 8 Oscars. On verra, mais il Walk y Hard. aura, il y aura des surprises. J'y ai cru en mon outsider quand même un petit peu. Non, moi j'ai pas. Non, mais Passez pas loin. ça passez arrive pas plus loin. souvent que prévu. Hein. Ouais, c'est vrai. Les challengers, surtout grâce à toi. Souvent, mais là, vu que les règles ont changé, on verra si. Voilà. Oh oui, moi je pense que. Ciao. Je ne peux plus vous influencer maintenant. C'est totalement. Donc voilà, l'épisode, on arrive bientôt au terme de l'émission sous la victoire du coup de Panic Room, ce qui me rend assez heureux. Avant les recos, on va peut-être procéder. On fait les recos. On fait les recos avant. Et les gens restent jusqu'au. Non, on a fait comment? Vous avez fait comment la dernière fois? On avait fait avant les recos, il me semble. Je sais même plus. Moi, je propose de faire les recos. on va Et faire les des gens- recos et on et fera les le tirage gens au sort restent du prochain jusqu'au mot. bout Oh. pour savoir Et quel ouais. sera le prochain. C'est mot. parti pour un tunnel de reco. C'est parti pour les recos. Pas faire le générique. Il n'y avait pas des génériques qui devaient changer d'ailleurs. Si. On verra. Je sais pas. Et c'est les recos Alors. avant le tirage au sort. Peut-être que le générique de l'émission principale, le générique de début, ne sera pas celui qu'on a entendu tout à l'heure. On verra. Ah, tu veux faire du montage sur ça? On verra. Sinon, on le mettra à l'épisode 2. Mais on y travaille. On a un Moi, nouveau c'est bon, logo. On essaye de se moderniser, les gars. On essaye. Une refonte totale. Complètement. La peinture à remettre à droite à gauche. Mais, On commence par les recos. Qui les commence par les recos? Je veux bien, moi c'est très bref, c'est un truc un peu tarte à la crème. J'ai vu récemment le film Here de Robert Zemeckis et j'ai été. Alors pourtant les critiques sont un peu dures, mal. très divisées. Et moi j'ai kiffé. J'ai été emporté par le truc. Comment ne pas être ému devant le film, vraiment? Oui, il y a de l'émotion, mais je trouve que c'est un peu long. Quand moi j'ai pas. Et j'ai genre- mal genre- la FX, j'ai pas réussi. ouais, oui, après le de-aging est pas toujours réussi, mais néanmoins c'est ultra intéressant en plus c'est pas une vie ordinaire contrairement à ce qu'on peut entendre dire autour à gauche à droite,
c'est des cas assez uniques, hein, ce qu'on voit dans le film. Des gens qui restent dans la même maison chez leurs parents jusqu'à 45 ans. Ça arrive pas souvent. Tant pis. Et il y a juste un petit défaut, évidemment, c'est les autres histoires qui juste racontent qu'il y a eu d'autres personnes avant eux dans cette maison, mais qui, bon, aboutissent pas forcément, elles sont là juste en illustration. Mais néanmoins, c'est une vraie performance de tenir sur un seul cadre. Le cadre, la caméra ne bouge absolument pas. Hein, mais j'ai trouvé ça audacieux. Il bouge juste à la fin avec une super même d'émotion avec Robin Wright, qui est incroyable dans le film. Et Paul Bettany qui joue le père aussi. Enfin, vraiment, j'ai vraiment adoré. Et encore une fois, Zemeckis arrive à se renouveler à 75 ans passés. Lui qui a fait Roger Rabbit, Retour vers le futur, plein de concepts, Seul au monde. Donc à chaque fois des paris qui tentent et qui marchent. Un Spielberg oublié. Non, il y a vraiment. Je trouve qu'il est sous-côté. C'est un disciple. Ouais, mais c'est un disciple et encore, lui, il a essayé de renouveler ses concepts régulièrement. Alors ça marche ou pas, Beowulf par exemple. Ouais, mais il a tenté quand même des trucs. Il a toujours essayé. Pour l'Express et tout. Même Bienvenue à Marwen, qui est mal aimé, c'est aussi un pari. Qui est chouette celui-là. Et qui est chouette, qui est dur, mais qui est chouette avec Steve Carell. Ouais. Et donc moi j'aime bien des gars comme ça qui ont encore à 75 ans sont capables de nous surprendre, contrairement à Coppola, Stone ou De Palma qui sont aux fraises et qui ont le même âge. Lui il a toujours un coup d'avance quoi. Alors ça marche là, ça n'a pas marché parce que gros problème de distribution, mais sachez qu'il est dispo sur MyCanal. Et pour les gens qui étaient fans de Forrest Gump comme Alex, revoir le couple 30 ans après Tom Hanks, Robin Wright, rien que pour ça vaut au moins le coup d'œil. Et c'est pas très long, hein, ça dure 1h30 et c'est vraiment fascinant quoi. J'ai du mal à rentrer dedans, mais ça, c'est un film sympa à voir. Mais ouais, je m'attendais à chialer et j'ai pas eu. Le film débute vraiment de la naissance de la Terre quasiment de la Terre. Et des dinosaures et sur le même cadre quoi. Et c'est marrant, c'est très bon. Voilà. Toujours pas vu. Très bien. Moi j'hésite, j'ai vu pas mal de choses là. J'ai profité des vacances pour regarder pas mal de choses. Je vais en faire deux rapidement. La première, c'est parce que c'est un film qui est actuellement au cinéma, c'est Cause Stealing, pris au piège de Darren Aronofsky, avec dans le rôle principal Austin Butler, acteur que moi je ne connaissais pas mais qui commence à faire son trou un petit peu à Hollywood. Il y a Zoe Kravitz également qui joue dans le film. J'y suis allé essentiellement parce que la BO est signée Idols et que la chanson Run Rabbit Run tournait déjà en boucle. Ils ont 3 chansons finalement dans le film, Doom, Cheerleader et Run Rabbit Run. Mais donc tu l'entends, ils sont même cités directement alors que le film se passe en 98. Il y a un personnage de punk qui dans la voiture met un truc ultra punk et le personnage d'Austin Butler arrête la musique et l'autre il dit hey, mais arrête, c'est Idols. Donc ils sont clairement cités. Pour un Darren Aronofsky, c'est assez déroutant parce que c'est pas super original en fait. Enfin, moi j'ai passé un super moment devant le film, vraiment j'ai aimé. Mais le film est pas super original parce que c'est un peu son film en mood frère Cohen. T'as un peu de Fargo, un peu de Big Lebowski, un peu de Burn After Reading. Donc t'as un peu cette vibe là du mec qui se retrouve au milieu d'un truc qui le dépasse. Un mélange d'humour et de noirceur parce qu'il se passe vraiment des choses pas cool à l'écran, c'est assez violent. Donc un mélange de genres un peu déroutant, mais un gros big up au duo de méchants juifs qui sont interprétés par Vincent D'Onofrio et Liev Schreiber, qui sont 2 super acteurs qui ont un rôle assez dingue dans ce film-là. Donc vraiment un super moment, une super BO et un super générique de fin qui est justement sur la musique Run Rabbit Run de Idols et où tu vois le générique défiler et réagir en même temps que la musique. C'est-à-dire que quand il y a un roulement de batterie et des guitares saturées, ça tremble, ça se décompose un petit peu et le générique va se tourner, va se mettre plutôt à l'horizontale, va se mettre à l'envers, et il se passe beaucoup de choses. Donc ça donne vraiment envie de rester jusqu'à la fin du générique. Donc voilà, un bon moment, mais finalement, pas assez peu d'originalité, surtout quand tu te dis c'est un film de Darren Aronofsky. Donc c'est peut-être son film le plus abordable. Clairement, d'ailleurs, je pense que c'est le film le plus abordable. Ouais. The Wrestler, il était aussi très simple. Oui, peut-être aussi facile. Ouais, bien sûr. très, 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 très simple. Non, mais voilà, après j'ai pas vu The Wall.
The Whale. Ah, The Whale. Ouais, non, il y en a beaucoup que j'ai pas vu aussi. Hein. Ah ouais, non, ça, c'est anti-reco, ça. Contre-reco, comparé. Black Swan, moi j'adore, donc là il y a j'ai ce pas côté plus fantastique. Donc voilà, et puis autre reco, c'est pas tout frais parce que le film était sorti en fin d'année dernière, mais j'étais un peu passé à côté. C'est la suite de Smile. Donc Smile, c'est un film d'horreur qui te fait suivre des personnages poursuivis par une malédiction. En fait, tu vois quelqu'un sourire devant toi et se suicider et mourir. Et du coup, il te transmet la malédiction. Pendant 7 jours, la personne a des visions jusqu'à ce qui arrive. Et donc le premier était sympathique, j'avais trouvé sans plus. Et là, le deuxième, en fait, la malédiction revient à une chanteuse pop ultra populaire en mode Lady Gaga, qui est interprétée par Naomi Scott, qui est une super actrice, qui revient en fait sur le devant de la scène un an après avoir eu un grave accident de voiture avec son compagnon, ou son compagnon qui était un acteur est mort. Ils étaient tous les deux sous coke, alcool, tout ce que tu veux. Donc elle se reconstruit, elle prépare une grosse tournée et elle se chope cette malédiction qui la fait complètement vriller et qui doit l'amener à une mort certaine. Et donc elle découvre un peu les règles de ce truc-là. Et en fait le film est assez long, fait 2 heures. Pour un film d'horreur, c'est assez long. Je l'ai vu, c'est une grosse critique en plus de l'injonction un peu au bonheur aux États-Unis, le côté toujours Oui, sourire, machin. souris, tu sais. C'est un truc. Oui, complètement. Il faut toujours de bonne humeur, t'es au States, c'est un truc horrible. C'est ça, et en fait, le sourire de façade, en fait, ça te met aussi dans ce milieu-là. Et Mais j'ai vu le 1, j'ai pas vu ce. Bah, le 2. et le 2 est vraiment brillant. J'ai trouvé ça brillant. J'ai du mal à croire que c'est le même réalisateur, même si le premier n'était pas mauvais. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de brillant. Ça fait à la fois peur, à la fois c'est beau à voir. Il y a des scènes, elle chante très bien, Naomi Scott, donc il y a des vraies scènes de chant. Alors, c'est pas mon style de musique, c'est vraiment très C'est pop. Rihanna, Lady Gaga et tout ce qui se fait aujourd'hui que j'écoute pas forcément. Mais c'est vraiment réussi. Il y a des chorégraphies, il y a des mises en scène, comme si c'était un peu clipesque. Quel ringard. Rihanna, Beyoncé, Ouais, bro. non, je connais pas les nouvelles. Ariana Grande, Aya Nakamura. Non, c'est Sabrina Carpenter maintenant qui tient le haut du Ah panier. ouais, je connais pas. Je connais pas. Et donc, vraiment, non, vraiment, j'ai trouvé ça brillant. J'étais surpris, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc, c'est dispo en ce moment sur Canal. Et Dochi aussi. Donc allez-y, vraiment, Smile 2, j'étais sur le cul. Très bien. Moi, j'ai parlé d'une comédie française que j'ai vue. Mmh. Certains le sauvent avec Kev Adams. Ah, c'est bien ça? Avec Michael Youn. Ça existe vraiment? Avec Michael Youn et tout. C'est un mec qui a une calvitie à 30 ans, ça me parle en plus. Donc, Non, mais ils sont vraiment chauves là, sinon. ouais, et voilà. Non, je l'ai pas vu, mais Ok. c'était pour la peine. Non, je sais pas si j'avais fait la reco la dernière fois, c'était les Bad Guys 2. Je sais pas Non, si tu l'as vu après, je pense. je l'ai vu après. Et voilà, ça sera Marocco. C'est un film qui est sorti cet été, donc la suite des Bad Guys 1, forcément. C'est fort. Et l'histoire arrive quand même à se renouveler parce que du coup, c'est des méchants qui apprennent à devenir gentils. Et on aurait pu le mettre dans la catégorie cambriolé parce qu'ils doivent cambrioler des trucs. Et donc là, la suite de leurs aventures avec de nouveaux personnages et tout ça. Et j'adore parce que DreamWorks, ils arrivent vraiment à faire ce que Pixar n'arrive pas, c'est à créer des univers qui marchent vraiment bien et avoir une DA qui sort du lot. Ils ont compris qu'ils n'arriveraient pas à faire du photoréalisme. Du coup, ils sont partis dans un truc un peu dessiné et en même temps 3D. Et merci. Ils se démarquent du côté liste de Ouais. Pixar. Et merci Spider-Man aussi d'avoir cassé les codes Sony Picture Animation. Ou les Tortues Ninja de Seth Oui, Rogen. bref, C'est marrant. Bah, ça. c'est après. Tu sens qu'il y a eu il y a un shift dans l'animation et qu'ils se permettent plus de trucs. T'as beaucoup de trucs aussi tirés des mangas où t'as un coup de poing marqué bang mais avec derrière des trucs très graphiques. Et tout Ça fait moins maîtrisé, mais ça fait plus vivant aussi. Ouais, c'est ça. Il y a C'est ça. vraiment du coup une Tout le monde s'est humanité qui- engouffré dans ce truc-là. Alors, Et- c'est pas grave, ça va être une mode, ça va Ouais. gonfler de la même façon. Mais Pop Demon Hunter fait ça aussi. oui, mais je l'ai pas vu celui-là. Mais ça marche super bien. J'en bouffe. Et donc voilà, les Bad Guys 2, franchement, je m'attendais à une suite un peu naze parce que voilà, les suites, tu sais pas forcément. Mais je trouve que les nouveaux Mais personnages, les nouveaux c'est- méchants marchent bien. Tu les regardes avec tes enfants, ouais? Ouais, on était le voir à 4 au ciné et on a tous adoré. Putain, ça me dit rien. Faudrait que je regarde ça, les Bad Guys. Ouais, franchement, c'est super film. Même le premier est vraiment cool. Les persos sont charismatiques et tout. Le loup, et c'est Pierre Ninet qui fait la voix. Il y a Pascal Zadi qui fait le requin et il fait un truc avec un truc italien. Promis, je vais pas. Ah, c'est dans la bande-annonce. mais ça marche super bien.
Il fait un vieil accent italien raciste, mais Tu trouves ça sur quoi, les Bad Guys? Au cinéma. Ouais, Non, mais le 1, je veux dire. non, DreamWorks, bah du coup, je sais pas sur quelle plateforme tu peux trouver Ouais, ça. évidemment, sur Disney, c'est pas possible. Non. C'est les grands rivaux. Ouais, bah non, ouais, je regarde pas sur Disney. Ouais. Mais je ne sais pas. Ok. En tout cas, les Bad Guys, ouais, les deux sont très bien. Je prends. Et Smile 2, très bien. Smile, tout à fait. Écoutez, voilà. donc, là, Maintenant, Ça y est, c'est le moment, là, c'est le moment, là ça où y est, on est en c'est- suspense parce que. c'est le tirage au sort pour le mot du prochain épisode. On rappelle la règle. Ah là 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 là. Si je commence le tirage au sort et que le mot me convient, ça Alors, s'arrête là. on va tirer au sort qui tire au sort déjà. Déjà. Donc, Oh. écoutez, Tu as, voilà, on teste notre petit Ah, concept. tu l'as en plus, Donc, vous le voyez ici, c'est mon petit. C'est petit sans filet, fichier. hein. Non, là, on est en direct, donc ça, j'en fais ça via Excel, effectivement, parce qu'on n'a pas une vraie boîte. C'est l'envers du décor. Donc, on va faire le qui tire. Donc, on va savoir qui choisit le premier film. Alors, on a quoi? Pierrot, tu vois mieux que moi? Bah, c'est Pierre, Alex et Aurel, comme la dernière fois. Donc, c'est encore une fois Pierre qui va pouvoir dire. Donc je rappelle que si le mot que je tire au sort me convient, C'est fini. ça s'arrête là. Ouais. Si ça ne C'est convient ça. pas, je peux le jeter. Et du coup, c'est Aurélien. C'est Aurélien. Et moi, si. Non, les deux. toi, t'es deuxième. Ah, je suis deuxième. Désolé, ouais, c'est ouais. Je ne choisirai jamais. Attention, tirage au sort pour Pierrot. Le mot est. Singe. Singe. Et je prends. Oh non, non. Je sais ce qu'il va prendre. Je veux pas. Oh oui. Oh, c'est bon, j'ai vu un film. Là. J'ai très peur. Bah, écoutez, c'est comme ça. Yes, c'est le jeu. Il a fallu qu'il y ait des tirages au C'est sort le jeu. pour qu'on fasse ce thème là. Ah, donc le thème de la prochaine mission sera singe. Je sais pas Le qui est mot. le diablotin qui a mis ce mot, mais merci à lui. Bah, c'est nous, c'était dans le. Dans les trucs de début. Ouais. Je pense que du coup, c'est des restes de notre fichier Excel initial. L'épisode devait s'appeler Buddy Simiesque. Ouais, donc le film le plus simiesque. Bah, ce sera plus singe. Le plus singe, Singe. Là, on fait avec des mots. Voilà. Eh ben, Donc, écoutez, n'hésitez pas à mettre sur les c'est réseaux le jeu. du coup vos idées Bah ouais, de singes. envoyez-nous vos idées. Vos singeries. Quand l'épisode sortira, on aura déjà choisi nos films, mais Ouais, parce que là, il nous reste 24 heures du coup, les gars, pour choisir un film. Ouais, c'est bon, Ouais, c'est réglé. C'est bien. Juste, vous n'êtes pas prêts. rappel avant de vous quitter, les réseaux. Ouais, on a dit, hein. Les commentaires, évidemment. Commentaires. Le mot qui sera mis. Le mot, on devra le mettre à un moment donné dans la saison. Donc, Ouais. un petit commentaire sympa, plus un mot qui nous permettra ensuite de faire une thématique autour. Voilà. Et voilà, donc n'hésitez pas à écouter, rigoler et puis partager. Sinon, nous, on se retrouve dans quoi? Dans 3 semaines maintenant? 3 Dans 3 semaines, oui. Avec, Avec, des du coup, des singes. C'est ça. 3 nouveaux films, du coup, et les 3 mecs pour vous en parler. Ciao! Salut. Ciao. Bye. Yes,